Ça va commencer dans quelques minutes.
Alors bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse du retard, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais choisi de traiter ce soir le thème de la vache rousse. Et donc j'avais juste pris la feuille. Et aujourd'hui j'ai eu beaucoup de choses à régler. Du coup, au moment de relire la feuille, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai dit dans le cours d'hier soir. Donc comme je sais qu'il y a certains parmi vous qui l'ont déjà vu, donc j'ai pris un autre thème, un peu sur la base aussi du rock. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on sait que la Torah est divisée en deux types de lois. Il y a ce qu'on appelle les chukim, les lois incompréhensibles, et les mishpatim, les lois compréhensibles. Ça veut dire que quand on regarde les différents commandements, vous savez qu'il y a 613 commandements, 613 mitzvot, il y a des lavim, des interdits, il y en a 365 et 248 mitzvot positifs, des choses à accomplir. Et quand on regarde un peu les mitzvot et qu'on essaye d'analyser les mitzvot, même si la mitzvah en elle-même, eh ben, c'est un décret divin, c'est un commandement, c'est un ordre à accomplir. Et souvent, quand même, les commentaires, par exemple, le Sefer HaChinuch, il essaye d'avoir, il pose toujours Shoresh HaMitzvah, la racine de la mitzvah, ou Ta'ameh HaMitzvah, les raisons de la mitzvah, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une logique à l'intérieur même de la mitzvah. Maintenant, là où ça devient compliqué, on a dit, c'est qu'il y a deux catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on appelle les mishpatim, d'accord? Alors, c'est les lois logiques, d'accord? Les lois intellectuellement accessibles, comme ne pas tuer, ne pas voler, d'accord? Qui sont des choses qu'on peut comprendre. Et d'un autre côté, il y a des chukim, c'est-à-dire il y a des lois qui en elles-mêmes sont incompréhensibles, c'est-à-dire qui ne sont pas accessibles intellectuellement, a priori. D'accord? C'est-à-dire qu'on aurait pu, entre guillemets, imaginer de mettre en place l'interdit de tuer ou de voler, mais on n'aurait pas pu imaginer les téphilines. D'accord? On n'aurait pas pu imaginer la souka, on n'aurait pas pu imaginer la matzah, le mikvé, d'accord? Qu'une personne, elle est impure, elle rentre dans un mikvé, un bain rituel, elle devient pure. Donc ça, on n'aurait pas pu l'imaginer. Donc ce n'est pas des choses qui sont a priori accessibles de manière intellectuelle. Alors la question, elle est, premièrement, pourquoi est-ce que Hachem, il a mis dans la Torah deux types de mitzvot? D'accord? Pourquoi deux types? Pourquoi? Il aurait pu mettre que des lois compréhensibles, d'accord? Ça veut dire que toutes les lois, elles auraient été intellectuellement accessibles, elles auraient été rationnelles, elles auraient été logiques, d'accord? Un peu comme une constitution. Bon, bah, toutes les lois, tu les comprends. Alors, tous les droits et les devoirs d'un homme envers la société, ben, il y aurait eu la même chose dans la Torah, d'accord? De dire que des choses qui sont compréhensibles. Et ça serait un peu normal, puisque Hachem, il a donné la Torah aux hommes, et les hommes, eh ben, ils ont une certaine capacité intellectuelle, et donc on aurait donné quelque chose qui est accessible, qu'ils peuvent comprendre et qu'ils peuvent accepter en toute facilité. D'accord? Ça serait la première école. Deuxième école, ça serait de dire non, qu'en vérité la Torah c'est quoi? C'est Data Eloki, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle est comme Dieu, elle est infinie, d'accord? Maintenant, si toi, tu t'étonnes et tu stresses que de ne pas comprendre une mitzvah, d'accord, mais déjà, tu n'arrives pas à comprendre ton prochain, déjà toi-même, tu as du mal à te comprendre, déjà, tu ne comprends pas comment le poumon, il arrive à retenir l'oxygène et à rejeter le gaz carbonique, tu ne comprends pas pourquoi ta voiture, elle roule, mais tu t'étonnes et tu t'énerves et tu te révoltes de ne pas comprendre les tefilines, de ne pas comprendre la cache-route. Non, en vérité, c'est juste une question de modestie intellectuelle, de dire, ok, là, il s'agit de l'Esprit de Dieu, il s'agit de la pensée de Dieu, et Dieu n'est pas un homme, je le rappelle, pour ceux qui ont fait l'erreur à un certain moment. Ouais, en marchez vos tailles, marchez vos techem. Hachem, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire que l'homme, il est dans le temps, l'homme, il est dans la matière, l'homme, il est dans la limite. Akadosh Baruch Hu, lui, il est Ensof, il est infini, d'accord? Donc nous qui sommes finis, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on peut absorber, analyser, définir et limiter donc l'infini? Donc ça serait normal de dire que la Torah en vérité, elle serait entièrement la pensée de Dieu, donc elle est par définition infinie, donc elle est inaccessible, et il aurait fallu l'accepter simplement à 100%, d'accord? Donc si on nous avait dit cette école-là, que la Torah, ben, elle est dogmatique, c'est tout, tu l'acceptes et c'est tout, parce que c'est la pensée de Dieu, on aurait dit ok. Si on avait dit la Torah, elle est adaptée à l'homme et elle est intellectuellement accessible, on aurait dit ok. Mais pourquoi les deux? Pourquoi les deux types de mitzvot? D'accord? Parce qu'on voit bien qu'en fin de compte, toutes les disparités qui existent dans la communauté, et tous les bagarres, et toutes les guerres qu'il peut y avoir, en fin de compte, ça vient de ça. Ben oui, parce que les gens qui vont avoir une approche intellectuelle, rationnelle, cartésienne, ils vont dire, bon écoute, hein,
Ce qu'on comprend, ça va. Ce qu'on ne comprend pas, c'est des inventions des rabbins, c'est du n'importe quoi, c'est de la mystique, ouais, c'est aucun intérêt. Et les autres, les chassidim, qui vont appliquer les choses à la lettre, qui vont dire, mais on est en train de toucher à la définition pure de la pensée de Dieu. Ça veut dire, on est comme un peu dans la Kabbalah, ça veut dire chaque lettre, chaque mot. D'accord? Maintenant, si toi, tu comprends que quand il manque une lettre dans ton mail, il ne marche pas, quand il manque un chiffre dans ton login, tu ne peux pas sortir l'argent, alors tu as bien compris que la définition de l'univers qui s'appelle la Torah, si tu touches une lettre, si tu bouges une lettre, eh ben, elle n'a plus de valeur. Donc c'est pour ça que si un Sefer Torah, il manque une lettre, il est plus cachère. Tu m'as dit, mais je ne comprends pas, dans la Torah, on va d'après la majorité. Donc si la majorité du Sefer Torah, elle est là, qu'est-ce que ça peut me faire qu'il en manque une minorité? Ça ne marche pas pour la Torah? Non, ça ne marche pas. La Torah, un Sefer Torah, s'il manque une lettre, le Sefer Torah n'est pas cachère. Si quelqu'un il veut se convertir au judaïsme et qu'il rejette une mitzvah, sa conversion n'est pas valable. D'accord? Ça veut dire que chaque chose, elle est d'une précision et elle est d'une exigence incroyable. Donc comment est-ce que quelqu'un il pourrait croire qu'il peut s'amuser à faire le tri, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est intelligent, ça c'est idiot, ça je comprends pas, ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais c'est la pensée de Dieu. Donc encore une fois, dans cet échantillonnage, on va dire de 100 personnes, ouais, on va partir du plus extrême du religieux appliquant à 100% chaque lettre de la Torah, à l'autre côté, le gars complètement à côté, mais qui ne croit que en son esprit, et qui va dire, ok, dans la Torah, ce qui est intelligent, je le prends, ce que je ne comprends pas, je ne le prends pas, parce que pour lui, ce qui est intelligent, c'est seulement ce qu'il comprend. Et bien la disparité entre les deux, ça va faire toutes les guerres, toutes les communautés, d'accord, des réformistes aux gens aux intellectuels du judaïsme, ou alors aux chassidim, ou aux gens fermés, ou aux Netoré Karta, en fin de compte, toutes les variétés de comportements à l'intérieur de la communauté, elle vient de cette différence qui existe entre les lois compréhensibles et les lois incompréhensibles. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement que la loi elle est différente, c'est pas seulement que la nature de la loi elle est différente, c'est aussi et surtout que l'attitude de l'homme envers la loi est différente. C'est normal. Pourquoi c'est comme ça? D'accord? Ben parce qu'une chose que je comprends et une chose que je ne comprends pas, je ne l'aborde pas de la même manière, même au niveau psychologique. D'accord? Par exemple, une personne que je ne connais pas, on me dit, tu sais, c'est un grand patron. Bon, ben, il m'impressionne, j'ai dit, on fait attention à ce que tu dis, ouais. Mais si tu le côtoies, tu passes 3 week-ends avec lui, tu pars en vacances, tu le vois en maillot de bain, tu le croises à la salle de bain, d'accord? Ben, d'un seul coup, tu dis, bah, tu sais, c'est un gars comme tout le monde. Oh, mais quand même, il a 650 000 employés. Bah, c'est un gars comme tout le monde, il n'a rien de différent. Oh, mais tu sais, il gère quand même 133 milliards d'euros de patrimoine immobilier. Ok, moi aussi, j'ai un appartement à Jouan-les-Pins, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique, que le rapport que j'ai avec quelque chose que je ne connais pas et avec quelque chose que je connais est différent. D'accord? Presque à la limite, si on rentre un petit peu dans la psychiatrie simplifiée, c'est que la chose que je ne connais pas, elle m'impressionne. D'accord? Elle m'impressionne, elle me touche. D'accord? Elle me trouble. Donc je la respecte. Par contre, la chose que je connais, bizarrement, je me l'approprie. Automatiquement, je la maîtrise. Et puis au bout d'un moment, je la méprise. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Ouais. C'est comme les jeunes, quand tu leur dis un truc compliqué. Oh, c'est compliqué, c'est pas évident. Oh, et quand ils ont compris, oh, c'est nul, oh, c'est nul. Je crois pas. Je crois pas. Il y a 5 minutes, c'était un truc impossible. 5 minutes après, c'est nul. Pourquoi? C'est ou nul ou impossible. Ouais. Alors, c'est facile. Quand tu maîtrises pas, c'est impossible. Quand tu as l'impression de mépriser, c'est nul. Mais ça, en vérité, c'est pas un rapport avec le problème lui-même. C'est pas un rapport avec le sujet. C'est pas un rapport avec l'intellect. C'est le rapport psychologique que tu entretiens avec la connaissance et avec l'ignorance. Ce qu'on appelle le malaise de l'ignorance. C'est que quand quelqu'un comprend quelque chose, automatiquement, il veut le maîtriser. Mais quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, automatiquement, il veut s'en préserver. C'est-à-dire, il veut se défendre. Il se met en situation de guerre. Parce qu'il veut pas être en malaise. Toujours, je donne cet exemple. Vous posez une question à quelqu'un. D'accord? Bon, c'est une question. Si vous lui donnez la réponse tout de suite, il dit oui, bon, c'est pas mal, bon, c'est pas évident, mais bon, ça tient la route, bon. Mais si vous laissez mûrir la question chez la personne, vous posez la question et vous revenez 10 jours après, un mois après, 3 mois après, 4 mois après, ouais,
Maintenant, le gars, quand vous lui donnez la réponse, il dit oh non, alors là, vraiment, ça tient pas la route, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, plus la question elle est restée chez lui, plus la question elle a subi une transformation chimique. En vérité, c'est que cette question, elle est devenue un problème. Je ne sais pas si vous me suivez. Et la différence qu'il y a entre une question et un problème, c'est que la question, elle appelle une réponse, mais le problème, il amène une solution, premièrement. Deuxièmement, il y a une dimension anxiogène et angoissante à l'intérieur du problème qu'il n'y a pas forcément dans la question. Bon, il y a une question, on te dit, bon, prouve-moi que 2 plus 2 égale 4. Bah, tu dis, attends, 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 égale 4. Vas-y, c'est pas évident. Einstein, il a dit que c'est pas évident. Vas-y, fais-moi la démonstration que 2 plus 2 égale 4. D'accord? Mais si je te pose une question qui contient de la remise en cause, ou même, pas forcément, mais juste une question que je laisse mûrir chez toi, d'accord? Maintenant, tu commences à travailler dans ta tête. Ah, je comprends, je connais pas la réponse. Et puis, comment ça se fait que je la comprends pas? Je vais passer pour un nul. Et puis, je suis un bidon. Et qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va me charrier, il va me casser, il va me truquer. Du coup, ta question est devenue un problème. Vous me suivez ou vous comprenez que la nature du rapport que j'ai avec la question va être différente. C'est pour ça que souvent les gens, quand ils me posent des questions à la fin des conférences ou quoi, ils me disent Rav, j'ai une question. Alors moi je leur demande, je leur dis c'est une question ou un problème? Ouais. Ou alors les gens ils disent est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Mais si c'est une question, même compliquée, 2 minutes c'est bon. Mais si c'est un problème, même simple, 2 minutes ça n'a aucun sens. Parce que pour dire bonjour, ça prend 2 minutes. Ouais, parce que c'est un problème avec ton mari, avec ton fils, avec toi-même, tu t'angoisses, t'es pas certain de ton choix, tu sais pas ce que tu veux. Bah, rien que déjà le contexte, déjà il prend une demi-heure. Donc ça veut rien dire 2 minutes. Bon, évidemment que la personne, elle veut pas t'affoler en te disant j'ai besoin de toi pendant 3 heures. Mais l'idée c'est quoi? C'est que, en fait, quand c'est une question, ça demande une réponse. Et quand c'est un problème, ça demande une solution. D'accord. Après, il y a les gens un petit peu malhonnêtes ou alors qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à la nature de leurs questions, qui en fait ont un problème, mais comme ils ont honte de dire qu'ils ont un problème, ils posent une question. D'accord? Maintenant, toi, si tu vas être entre guillemets honnête, eh ben, tu vas répondre à la question. Mais ça marche pas, puisqu'en vérité, puisqu'au fond, eux, ils ont posé une question parce qu'ils ont un problème. Donc, ils ne veulent pas une réponse, ils veulent une solution. Donc, c'est à toi de comprendre qu'il y a un problème derrière la question et qu'à la place de la réponse, il faut donner une solution. Maintenant, si toi, tu donnes une réponse à une personne qui pose une question alors qu'en fait, elle a un problème, elle dit ouais, Laura, il n'a pas compris ma question. En vérité, c'est toi qui lui as pas dit que c'était un problème. Vous me suivez ou là? Voilà. Donc, ça veut dire aussi dans la vie, il faut savoir que, on va dire, l'habillage de la question, le malaise de la question, le complexe d'infériorité de l'ignorance, le fait que tu saisis pas exactement la chose et le mal vécu de cette difficulté à comprendre, en vérité, elle va enrober, elle va développer, elle va générer toute cette espèce de dégénérescence de la question qui fait que maintenant la question devient un problème. C'est pour ça que il y a des éléments, par exemple, qui n'ont rien à voir avec l'intellect, ouais, dans la dialectique, dans l'échange avec l'autre, qui va faire que, par exemple, quand l'autre il pose une question, si tu sens que le gars il n'a pas confiance en lui ou il n'est pas à son aise, il va falloir commencer par lui dire, bah, tu sais, c'est une très bonne question, c'est vachement intelligent ce que tu dis, oh, vraiment tu m'as surpris, bravo et tout, en fait, pour préparer le terrain pour que la personne soit prête à écouter ta réponse. Vous me suivez ou non? Mais là, en vérité, c'est plus de l'intellect. Parce que dans l'intellect, c'est sec. Tu as une question, tu as une réponse. Maintenant, tu dis une bêtise. Ben, je te dis, tu dis une bêtise. C'est pas logique ce que tu dis, mais je t'éclate la tête, c'est normal. Parce que l'intellect, c'est rigoureux. C'est comme l'alpinisme. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu tombes de la falaise. Mais comme les gens ne sont pas tous faits pour l'alpinisme, donc ils préfèrent faire de la piscine à boules. C'est moins dangereux. D'accord? Alors, quand tu vois qu'un amateur de piscine à boules, il vient soi-disant avec une question intellectuelle, fais attention parce qu'en fait, il est en verre. Et toi, quand tu vas lui mettre le coup de marteau pour lui accrocher le crocheton, là, ouais, il va exploser. Après, il dit, ouais, vous m'avez remis en cause, vous m'avez détruit, vous m'avez mal parlé, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu vas transmettre l'information, tu es obligé, encore une fois, d'aménager le réceptacle émotionnel qui va accueillir la réponse. Et ça, malheureusement, c'est plus de l'intellect. C'est de l'émotionnel, c'est du psychologique, c'est du psychiatrique, ça dépend des niveaux de dégénérescence. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant?
On est en train de dire qu'il y a une différence, d'accord, dans l'attitude, c'est-à-dire la relation que j'entretiens avec la connaissance quand il s'agit de quelque chose que je comprends ou quelque chose que je ne comprends pas. D'accord? Alors, pour illustrer ça, le Rav Simcha Zissel, il amène une Gemara qui dit qu'il y avait un Rav qui étudiait avec ses élèves. Et puis, ils ont fini, disons, un chapitre, un traité. Ils ont dit, on va passer à un autre. D'accord? Par exemple, ils ont étudié bien Michelet. Ils ont dit, bon, on va étudier les proverbes. Ils ont dit, ouais, on va étudier maintenant Teilim, par exemple, les psaumes. Ouais. Et puis, il y avait un élève qui voulait étudier les psaumes et l'autre qui voulait étudier les proverbes. Puis à la fin, le Rav, il a dit, bon, bah, on va étudier, par exemple, les proverbes. J'en sais rien, ouais. Je ne me rappelle plus exactement la référence. Et puis, le Rav, il commence. Et il dit, eh bien, de ce pasouk-là, on apprend un principe que En Adam Lomed et la Bimkom chez Libo Chafetz. Un homme n'apprend que dans l'espace, ou dans le lieu, ou dans le thème, ouais, ou dans le sujet que son cœur désire. D'accord? Donc un homme ne peut apprendre que qu'au fond, ce qu'il désire. Alors, l'élève qui ne voulait pas étudier le sujet, il s'est levé, il a dit, ben, le Rav, il m'a donné la permission de partir, il est parti. D'accord? Alors le Rav Simcha Zissel, il pose la question, il dit, mais c'est quoi cette Gemara? Mais attends, mais la Torah, c'est pas un supermarché. Tu viens, tu choisis ce qui t'intéresse. Comme des gens, ils viennent chez moi, ils me disent, écoutez, moi j'adore la pensée juive, bon, la halakha, c'est contraignant, c'est embêtant. L'autre, il dit, moi j'aime la Gemara, mais j'aime pas les sujets un peu chassidoutes comme ça. L'autre, non, tu es obligé de prendre la globale. Pourquoi? Parce que Torah Tachem Temima, la Torah, elle est complète. Ouais, comme une fois quelqu'un il m'a dit, ouais, Rav, je voudrais me convertir au judaïsme et tout ça. Je lui ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qui vous attire dans le judaïsme? Il a dit la salade cuite le Shabbat. Je lui ai dit, mais tu n'es pas obligé de te convertir pour manger la salade cuite, d'accord? L'autre il m'a dit, j'aime bien l'ambiance, la fraternité. Ça, c'est un club vacances, c'est pas le judaïsme. C'est un truc qui ressemble, qui est très proche, d'accord? C'est pas le judaïsme. Le judaïsme, c'est l'expression du vécu de la Torah. Donc il faut qu'il y ait de la Torah, sinon c'est plus du judaïsme, c'est du folklore, c'est de l'ambiance, c'est du falafel, d'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est que en fait, la Torah, tu ne peux pas faire ton choix de dire je prends ça, ou j'étudie ce que j'aime, ou j'étudie ce qui m'intéresse. Pourquoi? C'est pas seulement parce que Dieu il est makpid, que tu prends toute la Torah entière. Non, c'est aussi et surtout parce que la Torah, elle forme un seul corps, et que les éléments, ils sont interactifs les uns avec les autres. D'accord? Par exemple, il y a 613 mitzvot dans la Torah, vous le savez. Donc on a dit il y a 365 interdits et 248 mitzvot positives. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le corps humain, ouais, il y a 613 éléments. Il y a 248 membres et 365 nerfs et artères. D'accord? Maintenant, quand tu prends un corps humain et tu dis, tiens, c'est quoi le membre qui sert à rien? Ben vas-y, enlève un membre. Tu dis, bah, c'est vrai qu'on peut enlever un rein pour le donner à quelqu'un de proche, mais quand même, tu dis, un rein, moi je préfère avoir les deux. D'accord, les narines, tu dis, pourquoi j'en ai deux? Bon, alors il y a un rapport. Tu dis, bon, j'ai trouvé, le lobe de l'oreille, on va enlever le lobe de l'oreille. D'accord? Non, ils ont calculé qu'en vérité, dans l'équilibre facial et l'équilibre neurologique, le lobe de l'oreille, il joue comme une espèce de balancier, d'accord, qui va maintenir, d'ailleurs les gens qui ont un trouble de l'équilibre, ouais, c'est parce que l'oreille interne, elle est déformée, ou parce qu'ils ont une déformation du visage, une déformation de la mâchoire. Ça veut dire que tu vois que la symétrie à l'intérieur de tout le corps, elle est d'une précision incroyable. Donc si toi, tu vas enlever un bras, ou tu vas enlever une oreille, ou tu vas te crever un œil, automatiquement la symétrie, elle va être décalée, et ça ne fonctionne pas. Alors si déjà, dans le corps humain, qui a 613 éléments, il n'y a pas un qui sert à rien, d'accord? Eh ben alors comment tu peux croire que la Torah, qui a 613 éléments, il y en a un qui sert à rien? Ça veut dire que les éléments, encore une fois, ils sont interactifs les uns avec les autres. Je donne toujours cet exemple parce que c'est facile à comprendre. Vous voulez faire la mitzvah de Souka. Bon, la mitzvah de Souka, ok, c'est une des 613 mitzvot. D'accord? La Torah, elle a dit, pendant une semaine, vous allez vous asseoir dans la Souka, vous allez vivre dans la Souka. Ok. Quand tu commences à étudier la Gemara Souka, pour apprendre ensuite les lois de Souka et de bien faire cette mitzvah, tu te rends compte que pour comprendre les lois de Souka, tu es obligé de comprendre les lois de la Mechitza. La Mechitza, c'est la séparation, parce qu'il y a des parois dans une Souka. Et les lois de la Mechitza, en vérité, c'est des lois qui viennent de Shabbat.
Ah bon, parce que dans Shabbat, il y a le principe des différents domaines, domaine public, domaine privé. Qu'est-ce que c'est une séparation qui fait d'un domaine un domaine par rapport à un autre? Ok, donc les lois de la séparation, tu les apprends du Shabbat. Après, dans la souka, il y a aussi des lois de propriété. Parce que si une souka, elle est volée, donc elle ne t'appartient pas. Donc là, pour avoir les lois de la propriété, il va falloir regarder dans une autre Gemara, Baba Metzia, qui va t'expliquer qu'est-ce que c'est la propriété, qu'est-ce que c'est le vol, qu'est-ce que c'est, dans Baba Kama, la transformation d'un objet. Si je te vole du bois, j'en fais des poutres et avec je me fabrique la souka. Le fait d'avoir changé l'aspect, alors est-ce que ça s'appelle que je m'approprie l'objet, mais je te dois encore la valeur, d'accord, de l'objet, ou non, que je dois te rendre l'objet en lui-même, d'accord? Donc ça pose une question au niveau de la souka. Si on a fait une souka avec des poutres qui sont volées, ouais, ou avec du feuillage qu'on a pris dans le jardin de quelqu'un de privé. Donc maintenant, tu vois que les lois de la propriété, elles rentrent dans la souka. Après, on n'a pas le droit de faire la souka avec des choses qui sont mekabel touma. Si le skar, le toit, il ne doit pas être fait avec des choses qui peuvent recevoir l'impureté. Donc, il faut étudier Tarot. Donc, qu'est-ce que c'est l'impureté? Qu'est-ce que c'est l'impureté? Comment les choses, elles reçoivent l'impureté? À partir de quand un objet, il peut devenir impur? Donc, tu vois que tu croyais que tu allais étudier souka. En fin de compte, tu étudies souka, tu étudies Shabbat, tu étudies Baba Kama, tu étudies Baba Metzia, tu étudies Tarot. Wow. Combien de choses tu vas étudier pour faire la mitzvah de souka? Donc, ça veut dire qu'en vérité, la Torah, s'appelle Torah Hashem Temima. Elle est parfaite, elle est complète. C'est-à-dire que les éléments, ils sont interactifs les uns avec les autres. Donc, tu ne peux pas trier de dire bah, je garde ça et j'enlève ça. Parce qu'en amputant d'une partie de la Torah, en fin de compte, c'est le reste de la Torah que tu ne vas pas comprendre. Et c'est pareil dans les niveaux de la Torah. C'est vrai qu'on a le pshat de la Torah, c'est-à-dire le sens simple de la Torah, le sens littéral. En vérité, ce n'est pas le sens simple, le sens littéral. Mais au-delà de ça, ben après, il y a le remez, c'est-à-dire tout ce qui est dit par allusion à l'intérieur de la Torah. Après, il y a le drash, tout le midrash. C'est des enseignements qui sont incrustés à l'intérieur du texte par des images ou par des rapprochements d'enseignements. Et après, il y a le sod, c'est-à-dire la dimension de la Kabbalah dans la Torah. D'accord? Maintenant, les quatre dimensions, elles sont vraies. Et d'ailleurs, il y a des sujets que dans le pshat, dans le sens littéral, qui sont incompréhensibles et qui ont une certaine logique à l'intérieur de la Kabbalah. Ouais, ou le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un choix dans la Torah et dire ça je le garde et ça je l'enlève, puisqu'encore une fois, tous les éléments ils sont liés les uns aux autres, non seulement de manière horizontale, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout l'ensemble de l'image pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais aussi au niveau vertical, c'est-à-dire que quand on prend les différentes couches de compréhension de la Torah, elles sont aussi interactives les unes avec les autres, donc automatiquement on ne peut pas amputer une partie. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire cet enseignement quand il a dit En Adam Lomed et l'abim comme chez Libo Chafetz? Un homme n'étudie que dans ce qui l'intéresse. Alors le Rav Simcha Zissel, il a dit un chidouche extraordinaire. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas grave. Pour les gens qui pensent que je me répète, en vérité, c'est parce qu'on met du temps à comprendre ce qui a l'air évident à la première écoute. Il a dit comme ça. Ikar pnimiyut divrei arav enan nishmarin et là les talmid achafetz beyoter nishmoa. Alors je traduis en français pour les gens qui viennent d'aborder le club. Ikar pnimiyut divrei arav. Alors on va dire l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav n'est accessible, n'est en temps audible que pour un élève qui désire intensément les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il y a les paroles du Rav, ce que le Rav il a dit. Après, il y a l'intériorité des paroles du Rav, Pnimiyut divrei Rav. Et après, il y a l'essence de l'intériorité des paroles du Rav. Je ne sais pas si vous sentez la différence. D'accord? Par exemple, il y a ce que le Rav dit et il y a ce que le Rav veut dire. Maintenant, des fois, tu entends ce que le Rav dit, des fois, tu comprends ce que le Rav dit, mais est-ce que tu comprends qu'est-ce que le Rav il a voulu dire à travers ce qu'il a dit? Vous me suivez ou... Ouais. Par exemple, il y a un phénomène très très bizarre dans l'enseignement. Vous enseignez devant un parterre de 50 personnes. D'accord? Vous attrapez les 50 personnes à la fin du cours et vous leur demandez qu'est-ce que le Rav il a dit. Et il y a 50 cours qui sortent. C'est pas seulement, je te parle même pas du fait que les gens ils retiennent 1,8 ou 2% du cours. Ouais, je te parle même pas de ça.
Après, ou que les gens, ils ont un regard, ils ont une écoute sélective, c'est-à-dire que les choses qui les intéressent, ou les choses qui vont leur permettre de taper sur la tête de leur conjoint. Donc là, ils retiennent que les choses qui leur servent à ça. Mais premièrement, parce que le cours est très riche. D'ailleurs, c'est pourquoi j'enregistre les cours, pourquoi je les filme. Parce que moi, je compte bien que vous les réécoutez 8 ou 9 fois. Parce que celui qui croit que, déjà que j'ai une logique un petit peu spéciale dans l'étude par rapport à l'étude classique, et en plus de ça, qu'il y a un niveau de densité qui est très très fort, parce que moi, mon projet, c'est qu'en un cours de 1h30, vous gagnez 10 ans de vie. Donc non seulement que vous parcourez des centaines de pages de Talmud sans le savoir, mais en plus de ça, vous allez très très loin à l'intérieur de l'analyse, au niveau profondeur, et en plus de ça, vous vous développez aussi au niveau de la philosophie, et en même temps, vous faites un travail au niveau psychologique, c'est-à-dire que le parcours qu'on fait ensemble, en vérité, c'est pas simplement que vous suivez un cheminement d'idées qui sont liés par des liens de causalité, c'est aussi qu'à l'intérieur de votre tête, il y a un parcours qui se fait en disant « Oh, ouais, il a raison, oh, bah, c'est pas évident, oh, mais qui a dit ?» Bon, et puis en fin de compte, ouais, c'est vrai, bah, il faudrait que je prenne sur moi et puis que je change. Donc en fin de compte, on est en train de faire une thérapie, mais vous ne le savez pas. Je m'excuse, hein, c'est pas de la démagogie, puisque de toute façon, vous avez le choix. Hein. Donc vous pouvez raccrocher quand vous voulez. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, encore une fois, étant donné qu'une personne, c'est aussi un cerveau, et c'est aussi un cœur, et c'est aussi un corps, et c'est aussi un Yetzerara, et c'est aussi un Yetzeratov, et c'est aussi un mari, et c'est aussi un père, et c'est aussi un fils. Donc, moi, je suis obligé de composer un espèce de produit multivitamine qui va répondre aux différentes attentes conscientes ou inconscientes de la personne qui écoute. Vous me suivez ou non? Ça pourrait être simplement un transfert d'informations. D'accord? J'étudie, copier, et après, je vous transmets, coller, copier, coller. Ça pourrait être de l'information. Ouais. Ça pourrait être de la philosophie pure. Ça, je vous donne ni référence, ni rien du tout, et je vous dis que l'absolu dans la pensée. Ça pourrait être carrément de la psychologie ou du coaching, d'accord? Voilà ce qui ne va pas chez toi, voilà comment ça fonctionne, voilà ce qui va bien, on va servir de ce qui va bien pour lutter contre ce qui ne va pas bien. Non, il faut que ça soit les 4 en même temps. Ouais, pour que la personne, elle puisse faire une démarche, entre guillemets, dans sa recherche de la vérité, dans sa relation mature avec Hachem, mais en même temps dans sa construction personnelle. Ben évidemment, parce que si on veut que quelqu'un se rapproche de Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un, mais s'il n'y a personne, c'est qui va se rapprocher de Dieu? Donc on est obligé en même temps de fabriquer la personne et de fabriquer le lien entre cette personne et Dieu pour que cette personne puisse se rapprocher de Dieu pourvu qu'elle soit devenue quelqu'un. Je sais, ça aurait pu être plus simple, mais j'ai arrêté d'être simple très très jeune, d'accord? Donc parce que la vie elle est compliquée, parce que l'homme est compliqué, parce que la vie elle est exigeante, donc on ne peut pas se permettre d'être simple ou d'être lourd ou d'être blata. Ouais, on est obligé, on est condamné à être intelligent, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis que les cours, eh ben, ils sont denses. Il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit, oui, les cours ils sont trop longs, c'est 50 minutes maximum, ce que le cerveau peut absorber. Encore une fois, je ne compte pas sur la première écoute, moi. Moi, je compte que vous allez l'écouter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, vous allez être intelligent, vous allez le réécouter en prenant des notes. Après, vous allez carrément faire l'analyse du cours en analysant les données plus les transitions. Après, vous allez faire un auto-analyse, c'est-à-dire que vous allez chercher à l'intérieur de vous-même le ressenti du cours pour comprendre comment est-ce que le cours il pourrait combler des manques à l'intérieur de vous-même. Ça veut dire qu'il devient un outil d'autothérapie, le cours. C'est pour ça que si ça dure 1h30, c'est pas parce que ça me fait plaisir de durer longtemps, c'est parce que premièrement, parce que j'ai beaucoup à dire, deuxièmement, parce qu'un rabbin classique avec 10 minutes du cours, il aurait parlé 1 heure, ouais. Et troisièmement, c'est parce qu'on fait un parcours, on fait une démarche. Et cette démarche, elle a un format. Je ne peux pas l'arrêter au milieu. Ouais. C'est comme si vous commencez une thérapie, vous arrêtez. Vous dites, oh, j'en peux plus, ça me stresse. Donc on se revoit dans 2 ans. Mais Baba, c'est fini, tout l'impact, il a disparu, puisque c'était en crescendo. Ça veut dire c'est comme la cuisson. Ouais. Si tu arrêtes la cuisson de la viande trop tôt, eh ben, la viande n'est pas cuite. D'accord? Donc c'est pareil. Nous, on a un certain format, un certain temps. D'accord? Et à la fin, normalement, si Dieu veut, les carottes sont cuites. Voilà, vous avez tout compris. D'accord. Alors maintenant, donc pour revenir à notre chose,
un autre sujet, on disait que, il a dit, Ikar pnimiut divrei harav. C'est-à-dire que l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav, ouais, n'est accessible qu'un élève qui désire intensément. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de rapport de dépendance entre le désir intense de l'élève de savoir et la profondeur de l'enseignement du Rav. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si c'est des multicouches. D'accord? Donc il y a la couche, la parole du Rav, la couche, la traduction de ce que le Rav dit, la couche, la compréhension plus profonde, et la couche, la volonté profonde de faire passer quelque chose. Donc cette couche, elle est à l'intérieur, elle est très très loin. Or, comme il y a un effet miroir, pour que dans l'élève, ça a été très très loin, il faut que dans le Rav, ça vienne de très très loin. Vous me suivez ou non? Et le contraire aussi, quand ça vient de très très loin, dans le Rav, enfin, ouais, ça va aller très très loin à l'intérieur de l'élève. Comme dans la vie. Dans la vie, si tu dis, tiens, en fait, est-ce qu'il pleut? Il paraît que la météo n'est pas très bonne et tout ça, c'est une chose. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu sais, j'ai appris que par ta femme que tu la violentes à chaque fois que tu lui parles, le mec, wow, t'es rentré dans ma vie, t'es rentré dans mon intériorité. Donc ça veut dire que plus on va dans l'intériorité de quelqu'un, plus ça le trouble. Eh ben, c'est exactement pareil. La dimension profonde de la Torah, ouais, elle demande un apprentissage. On ne peut pas rentrer comme ça. Ouais, après tu dis, ouais, je comprends rien ce qu'il raconte. Il faut avoir le niveau, hein, c'est aussi une chose. C'est comme moi aussi, moi je peux pas rentrer dans une salle d'opération et commencer à toucher les artères et envoyer du sang et rajouter de l'insuline. Bah, je ne sais pas faire ça. Hein. Ça s'appelle de la chirurgie cardiaque de haut niveau, je ne peux pas le faire. Ouais. Et ben, c'est exactement pareil. Quelqu'un, il veut rentrer dans un domaine, alors il se donne les moyens d'y arriver. Maintenant, un des moyens d'y arriver, il explique ça s'appelle la soif de savoir, la soif d'apprendre. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que si Dieu veut, plus vous évoluez dans la connaissance, il y a un piège, c'est que quand on augmente l'expérience, on baisse la spontanéité. Donc les gens au départ, ils ont une soif extraordinaire. D'ailleurs, quand les gens ils m'envoient des emails enflammés, Rav Chetrit, merci pour la vérité, merci pour vous. Bon, je leur dis toujours, faites attention de garder cette soif, de garder cette pureté dans votre soif. Parce que malheureusement, plus on apprend, et plus on perd la soif d'apprendre. Donc à la fin, on sait, mais on n'a plus envie d'apprendre. Alors qu'en vérité, il faut préserver sa capacité d'émerveillement et de curiosité intellectuelle, malgré qu'on connaît, malgré qu'on sait. Parce qu'en fin de compte, la curiosité, c'est le décapsuleur de l'intériorité. Donc si on rentre un petit peu dans le snobisme, ou alors dans le « ça y est, c'est bon, j'ai compris, ça y est, je suis religieux, ça y est, j'ai fait teshuva, attends, j'ai une kippa noire quand même, attends, j'ai une barbe, attends, j'ai une perruque, c'est bon, ouais. Ouais, je suis plus un Baal Teshuva. Non, c'est une erreur. C'est sûr qu'on évolue, on est plus religieux, on est plus posé dans le comportement, dans la loi, dans la halakha, on a de la connaissance. Mais il ne faut pas, chas v'shalom, que ça tombe dans la routine et que la flamme de la soif, elle soit perdue. Parce que le jour où tu n'as plus la soif de comprendre la Torah, que tu n'as plus la curiosité de comprendre un phénomène, eh ben c'est exactement pareil que que tes yeux ne brillent plus quand tu regardes ta femme ou quand tu entends sa voix. Ça veut dire que tu es rentré dans une logique de c'est bon, ça va, c'est bon. Ouais, en fait, tu es devenu vieux. Bah oui. Parce que c'est quoi la jeunesse? La jeunesse, c'est ce qu'on appelle l'élasticité neuronale. C'est-à-dire que les arcs électriques établis entre tes neurones, ils fonctionnent à une certaine vitesse. Mais quand ton élasticité neuronale, elle s'éteint et que tu atteins ce qu'on appelle la psychorigidité, même à 21 ans, ce qu'on appelle un kéblo de la tête, un relou, ouais, c'est que le gars, tu lui poses, tu sens qu'à l'intérieur, on sent que c'est-à-dire qu'il y a le crâne et il y a le cerveau. Mais des fois, il y a une maladie qui fait que, en fin de compte, le crâne s'épaissit et le cerveau se rapetissit, au point que le cerveau lui-même devient un os. Et d'ailleurs, quand tu lui parles, tu sens que tu es tombé sur un os. Là, il y a personne dedans. Là, tu tapes, tu sonnes, personne répond. Ben, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Parce qu'en fin de compte, la personne, elle a perdu ou elle n'a jamais eu. Hein. Il y en a qui l'ont jamais eu. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais eu cette soif. Ouais.
Mais les gens qui l'ont eu, il faut faire attention de ne pas la perdre. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Chafetz Lishmoa, le désir d'entendre. D'accord? Ça veut dire que la soif d'entendre, le désir d'entendre, ce qu'on appelle Bakashat HaChochma, la demande de la Chochma, à la limite l'addiction à la Chochma, ouais, elle vient d'où? Elle vient de l'intériorité de la personne. Et l'intériorité, on a déjà expliqué à peu près 1 million de fois, s'appelle le lèvre, s'appelle le cœur. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit que, mais pas le cœur en tant que muscle qui envoie le sang à l'intérieur du corps, ni le cœur. Non, le cœur en tant que centre. C'est-à-dire que le centre de la personne, l'endroit le plus profond de la personne, l'endroit qui va être à la source de l'impulsion de la personne, l'impulsion d'être, l'impulsion d'avoir, la racine de la volonté, ça s'appelle le lève. D'accord? Donc il y a le cœur de la personne, ouais, qui parle, le rave, et le cœur de la personne qui écoute. Vous me suivez ou non? Maintenant, le cœur de la personne qui écoute, ça s'appelle l'intériorité, la soif d'entendre, et le cœur de la personne qui parle, ça s'appelle le désir d'enseigner. Pour ça, on dit Dvarim ayotzim minalev, nirnasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Alors les gens, ils croient que sortir du cœur, ça veut dire c'est l'émotion, c'est la conviction, c'est la passion. Non, ça c'est Johnny Hallyday. Non, les choses qui sortent du cœur, ça veut dire que tu vas aller puiser dans ta pensée profonde. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, bon, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les enseignants, mais moi, quand je finis le cours, je suis épuisé. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher des choses très très loin à l'intérieur. Je vais donner de la valeur. Je vais donner de la puissance à l'intériorité de la parole. Pas la parole. Maintenant, ce cours-là, j'ai dû le faire, je sais pas moi, en 97. Donc il est un petit peu vieux. Je l'ai fait à peu près 1000 fois. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que je ne regarde même pas la feuille. D'accord? Mais en vérité, ce qui va le rendre vivant, c'est pas l'information de l'époque. C'est le fait qu'aujourd'hui, on le charge en vie. En français, ça s'appelle le don de soi. D'accord? Donc quand je vais mettre de la force pour aller chercher quelque chose de riche, quelque chose de profond, et surtout quelque chose qui contient de la vie, d'accord? Donc ça s'appelle Dvarim Ayotzi Minalev. D'accord? Les paroles qui sortent du cœur. Maintenant, puisqu'elles sont encore une fois à un niveau, on va dire, de radiation très très élevé, donc elles vont irradier la personne qui les écoute pour peu que l'autre a ouvert les panneaux pour pouvoir capter cette énergie. D'accord? C'est comme le satellite, il ouvre les panneaux solaires, il reçoit l'énergie du soleil. Maintenant, l'ouverture des panneaux de l'élève, eh ben, c'est les oreilles, après c'est les oreilles internes, après c'est la sensibilité, après c'est la soif de savoir, après c'est la volonté d'entendre, après c'est l'acceptation de se remettre en cause au cas où l'enseignement il va plus loin que ce qu'il sait déjà ou que ce qu'il est déjà. Et quand il est dans cet esprit-là, donc comme c'est parti de très très loin à l'intérieur du rave, ça va aller très très loin à l'intérieur de l'élève. Ça va, vous avez compris? Super. Alors maintenant, pour donner juste une anecdote et aussi pour me reposer un peu, un jour, il y a un grand darshan, quelqu'un qui faisait beaucoup des conférences, des cours comme ça, qui allait d'une communauté à l'autre pour parler. Il a été voir le Chafetz Chaim. Il a dit, Rav, je comprends pas, je donne des cours, mais les gens, ils font pas teshuva. Alors le Chafetz Chaim, il lui a dit, quelle est la technique? Qu'est-ce qu'il faut faire, Rav, pour que ça ait de l'impact et que ça fonctionne et tout ça? Alors le Rav, il a dit cette phrase que je viens de vous dire, Dvarim ayotzi minalev nirtasiv l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Wow, le gars, il a dit, wow, quel chidouche extraordinaire et tout. Donc il a recommencé à faire des drachotes et des sermons dans les synagogues. Et il mettait tout son cœur, et il criait, et il pleurait. Et les gens, ils faisaient toujours pas teshuva. Alors il est retourné voir le Chafetz Chaim. Il a dit, mais Rav, je comprends pas, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute ma passion, et ça marche pas. Alors, il a dit pourtant, c'est des choses que j'ai dit vraiment avec mon cœur. J'ai fait ce que vous avez dit, Dvarim ayotzi minalev, les choses qui sortent du cœur. Alors le Rav, il a dit, mais avant de faire sortir les choses du cœur, il faut voir déjà comment elles sont rentrées dans le cœur. Je ne sais pas si vous me suivez.
Ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu prends quelque chose que tu as perçu superficiellement et tu veux le rendre essentiel. Ça marche pas. Il faut d'abord qu'il devienne essentiel chez toi pour qu'ensuite il devienne essentiel chez l'autre. C'est pour ça que je vous ai expliqué 1 million de fois que le mot Mahashava, il veut dire penser, d'accord? C'est la pensée. Mais ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. D'accord? Donc, quand tu dis Ani Choshev, ça veut dire je pense. Mais quand tu dis Ani Marshiv, ça veut dire je considère. Mais dans quel rapport il y a entre le fait de considérer quelque chose, donc de lui donner de l'importance, Chashuv, et le fait de penser, Choshev, la Mahashava. D'accord? Alors la logique, elle est comme ça. C'est que, en fait, ce que tu penses, oui, ça n'est pas forcément ce que tu penses. Je ne sais pas si vous... Par exemple, là, je suis en train de parler, d'accord? Je ne sais pas, peut-être vous êtes en train de manger, en train de regarder un film, en train je ne sais pas. Non. Ou alors, vous êtes en train de penser à ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire pour autant que vous pensez ce que je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avant de réussir à penser ce qu'on pense, il faut déjà penser à ce qu'on pense. Donc maintenant, quand est-ce que je pense ce que je pense? Quand ce que je pense est important pour moi. Mais si ça reste une idée, une opinion, un truc qui me traverse la tête, une version des choses, un angle de vue, une perception, mais je ne suis pas impliqué personnellement. Je dis, bon, ok, oui, on peut le dire, ça peut s'entendre, ouais, le genre de lourdeur. Ça ne s'appelle pas une machashava. Parce qu'une machashava, c'est seulement quand la chose, elle est chashuva. Et c'est quoi chashuv? Chashuv, c'est important. Important, ça veut dire que c'est essentiel. Essentiel, ça veut dire que ça touche ton essence. Maintenant, quand tu prends l'enseignement et que tu le tritures, et que tu l'analyses, et que tu l'intègres, et que tu le vis, et que tu l'acceptes, et que tu t'en imprègnes, alors il s'appelle ta pensée maintenant. Maintenant, quand il s'appelle ta pensée, encore une fois, pourquoi? Parce que Ata Choshev Mashiata Marshiv. C'est-à-dire que tu penses ce que tu considères. Ouais. Parce que si tu considères ce que tu penses, ça s'appelle de l'orgueil. Mais si tu penses ce que tu considères, ça s'appelle de l'essentialité. Et si vous allez dire, bon, tu penses ce que tu penses, ou tu penses, et à part ça, tu ne penses pas ce que tu penses, qu'est-ce que ça change? Alors, je vous donne juste une petite conséquence. Vous voyez, par exemple, les enfants ne font pas ce que tu dis, en général. Ils font ce que tu penses. Le problème, c'est que l'enfant n'entend ce que tu dis que quand tu dis ce que tu penses. Mais si toi-même, tu ne dis pas ce que tu penses, soit parce que tu as une incohérence entre ce que tu dis et ce que tu penses, soit parce qu'au fond, même quand tu dis ce que tu penses, mais au fond, tu ne penses pas ce que tu penses. Vous êtes toujours avec moi là ou vous êtes parti? Ouais. Eh bien, l'enfant n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses à condition que tu penses ce que tu penses. Et c'est pas que l'enfant. Ouais, tu dis à ta femme je t'aime. Alors il te dit tu le penses vraiment? Alors tu lui dis bien sûr mon amour que je le pense, puisque je te le dis, c'est que je le pense. Ah, alors la femme elle dit oui mais pourquoi tu es toujours nerveux? Et pourquoi tu m'envoies balader? Et pourquoi tu m'écoutes pas quand je te parle? Et pourquoi tu regardes les femmes dans la rue? Peut-être tu m'aimes pas? Tu dis quoi? Mais ça va pas, t'es folle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ras Shalom. Non, c'est pas grave. Je te demande juste une question. Je dis peut-être que tu dis que tu m'aimes, peut-être que tu penses que tu m'aimes, mais peut-être que tu ne penses pas ce que tu penses. Et la preuve, c'est ton comportement. Ouais. Alors attention, maintenant, ne vous servez pas de ça pour aller taper sur la tête de votre mari, parce que moi, je peux en dire autant sur vous. D'accord? Envers votre mari. Donc ça veut dire quoi l'idée? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on doit apprendre à s'auto-analyser pour être certain que nous pensons ce que nous pensons. Parce que quand nous pensons ce que nous pensons,
quand nous allons parler et nous allons réussir à dire ce que nous pensons, et bien bizarrement, nous allons voir que nos paroles ont de l'impact. Alors que quand on ne dit pas ce qu'on pense, ça ne marche pas. J'avais raconté aussi cette anecdote. Il y a très longtemps, il y a peut-être une trentaine d'années, je commençais à donner des cours et tout. Bon, il y avait un certain succès. Et puis j'étais en train d'étudier dans un endroit, et puis il y a un rabbin, enfin un collègue, enfin un concurrent, il vient. Ouais. Il me dit, tu sais, Ria, j'ai entendu que tu donnes des cours et tout. Je dis, ouais. Il me dit, moi aussi je donne des cours. Il me dit, mais je comprends pas, les gens ils font pas teshuva. Ouais. Comme exactement la même question que la personne avait posée au Chafetz Chaim. Et moi, je ne suis pas le Chafetz Chaim. Alors moi, j'ai dit une réponse directe parce que je pensais que j'avais affaire à quelqu'un du même niveau de maturité, émotionnel en tout cas. Alors je lui ai dit, mais dis-moi, je lui ai dit, oui, mais avant que les gens ils fassent teshuva, il faut déjà que toi tu fasses teshuva. Oh là là, oh là là, le mec dans quel état il s'est mis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoute, pour qui tu te prends? Mais ça veut dire quoi de me parler comme ça? Mais tu sais qui je suis, et j'ai écrit des livres et tout. Oh là là, je lui dis, mais attends, moi je pensais qu'on était des spécialistes les deux. Ça veut dire qu'on a déjà fait le travail nous-mêmes, on est en amont de tous ces problèmes psychiatriques, de susceptibilité, de lourdeur, d'orgueil, de gava, de blata. Moi je pensais, mais non, je t'énerve pas. Le mec, il a mal pris, hein. Pendant des mois et des années, il m'a pas parlé. J'ai pas compris pourquoi. La vérité, je comprends pas. Parce que si moi je suis un chirurgien, il y a un autre chirurgien, il me dit attention, ton geste n'est pas précis, tu risques de toucher la aorte. Je dis ok, merci beaucoup de m'avoir prévenu, tu m'as rendu service. L'autre il dit de quoi je me mets, tiens voilà, je le tue, le mec, t'es content maintenant? Ouais. Non, c'est bizarre. En vérité, la logique, c'est quoi? C'est que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Imagine, vous avez une grosse conférence au Palais des Congrès, il y a 15 000 personnes qui vous attendent, et vous atterrissez de Zurich pour aller faire la conférence, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de cravate. Tu dis, attends, je ne peux pas aller, je suis président de la Ligue mondiale de la lutte contre le cancer, je vais faire un discours devant 15 000 personnes, j'ai pas de cravate. Je l'ai oublié dans l'avion, j'en sais rien, je l'ai pas pris avec moi. Donc vous, vite, vous ne savez pas quoi faire, vous voyez une pharmacie juste en face du Palais des Congrès, vous rentrez là-bas, et vous dites bonjour, écoutez, je m'excuse de passer devant tout le monde, mais là je dois parler dans 5 minutes et j'ai pas de cravate. Alors est-ce que ça vous dérangerait de me vendre une cravate? Le mec il dit, mais monsieur, vous êtes dans une pharmacie. On vend pas de cravate. Mais écoutez, je suis prêt à payer 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, je suis très embêté, il y a des gens qui m'attendent. Je vais recevoir 100 000 euros pour cette conférence, j'ai pas de cravate, je vous en prie, vendez-moi une cravate. Le mec il dit, mais monsieur, nous ne vendons pas de cravate. Nous vendons d'autres moyens de vous faire cravater si vous voulez, mais pas de cravate. Ah, le mec, vous n'avez pas le sens du commerce, et il s'en va énerver et tout ça. Les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Vous avez compris ou non? Vous n'avez pas compris? Non, ça veut dire que on ne peut pas vendre un truc qu'on n'a pas en stock. Donc on ne peut pas vendre de la teshuva si on n'a pas fait teshuva. On ne peut pas vendre de la sincérité si on ne l'est pas. On ne peut pas donner de l'amour si on ne le contient pas. On ne peut pas donner une recette de cuisine si on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Maintenant, quand tu veux transmettre, d'accord, et on passe notre vie à transmettre, il n'y a pas que le Rav qui transmet. Le mari, il transmet à sa femme, la femme, elle transmet au mari, les parents transmettent aux enfants, les enfants, ils transmettent à l'élève, l'élève au prof, le prof à l'élève, le patron à l'employé. On passe notre vie à transmettre. Mais transmettre, c'est quoi? C'est communiquer. On a déjà expliqué 1 million de fois que communiquer, c'est commun. Et commun, c'est comme un. Maintenant, à quel niveau on est comme un pour réussir à communiquer dans la communion? C'est au niveau de l'intériorité. Donc moi, je dois être clair sur ce que je veux dire. Je dois être clair sur ma volonté de le dire. Je dois être clair que je m'adresse à qui je m'adresse. Et je dois être clair que ça m'intéresse positivement que la personne reçoive. Ça s'appelle Dvari Mayotsi Minalev, les choses qui sortent du cœur du Rav. Maintenant que ça sort du cœur du Rav, ou du cœur du Père, ou du cœur du Fils, ou du cœur du Saint-Esprit, mais ça sort de quelqu'un pour arriver quelque part. Maintenant, de la même manière que de ce côté-là, au niveau de l'émetteur, il doit y avoir cette condition qui soit remplie, que la chose, elle vient de l'intériorité, pour avoir un effet de l'autre côté, de la même manière, on a besoin qu'au niveau du réceptacle, il y ait des conditions qui fassent que l'enseignement il fasse le plus d'impact possible.
C'est comme si vous allez, c'est comme un forêt. Un forêt, vous savez, dans une perceuse, ça permet de pénétrer la matière. Maintenant, pourquoi il y a des forêts à bois, des forêts à acier, à métal, des forêts à béton, ouais. Pourquoi il y a même des forêts à diamant? Ben, en vérité, pourquoi? Parce que plus la matière elle est dure, plus le forêt il va falloir qu'il soit adapté. Donc le forêt à métal, ben, il est en acier trempé, donc il va pouvoir creuser à l'intérieur d'un acier normal, d'accord? Le forêt à béton, des fois il y a du diamant, des éclats de diamant qui sont très très durs, donc il va pouvoir attaquer le béton pour en faire de la poussière pour rentrer à l'intérieur. Le forêt à bois, ben, le bois il est beaucoup plus tendre que l'acier, donc un forêt normal il peut percer. Et ben, c'est exactement pareil. On va adapter le système de forage à la nécessité d'aller très très loin à l'intérieur de la personne en face. Mais encore une fois, dans la logique où la personne, elle veut elle-même que ça aille très très loin à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, si on a un discours de travail sur soi et de remise en cause, eh ben, il ne fera d'effet que si la personne elle-même qui l'écoute, elle est dans une logique d'acceptation de la remise en cause. C'est comme quelqu'un qui il peut pas aller faire une analyse ou une psychanalyse si lui-même il n'est pas en désir de se remettre en cause et d'entendre des choses qui vont le déranger ou d'aller très loin à l'intérieur de lui-même ou de son passé parce qu'il n'est pas prêt à le faire. Donc le meilleur psychologue, il ne peut pas aller dans ta tête, il faut qu'il te donne le besoin de. Et ben, entre guillemets, ce rapport qui existe entre le Rav et l'élève, c'est pour ça il dit le Rav Simcha Zissel que le Rav il doit être apprécié, il doit être aimé, il doit être admiré. Pas parce qu'il est beau, parce qu'il est magnifique. Non, c'est parce que c'est grâce à ça que l'élève il sera intéressé à apprendre de lui. Donc on arrive à une situation très bizarre où que le Rav, que l'élève doit être intéressé, mais pour que l'élève soit intéressé, il faut que le Rav soit intéressant. Ouais. Et pour que le Rav soit intéressant, il faut lui-même qu'il soit intéressé et qu'il mette de l'intérêt. Or, l'intérêt, c'est quoi? C'est le cœur qui met à l'intérieur. C'est-à-dire que la soif d'approfondissement et de compréhension du Rav, elle va conditionner la soif d'écoute de l'élève. C'est ça, Dvarim ayotsi minalev, nirnasim l'élève. C'est pour ça que les gens ils s'interrogent, oui, sur l'importance du mot, l'importance de la transition, l'importance de la clarté, l'importance de la précision du mot. Mais en vérité, au fond de vous à moi, hein, pourtant moi je parle très bien, mais au fond les gens qui m'ont fait bouger à moi, c'est pas des gens qui parlaient très bien, mais c'est des gens qui étaient intimement et profondément convaincus de ce qu'ils voulaient dire. Eh ben oui, parce que Dvarim ayotsi minalev. D'ailleurs, même les instituts de recherche en communication, ils ont dit que 95% de la communication ne dépend pas du message émis, mais de l'intensité de la communion entre la volonté de celui qui parle et celui qui écoute. Bon, ça fait de la peine qu'ils ont étudié ça pendant 20 ans en Californie, là-bas, dans les spécialistes de communication, parce que, encore une fois, c'est écrit dans la Torah, Dvarim ayosim minalev, nirnasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. C'était réglé. D'accord? Mais bon, on les laisse se casser la tête. Il dit cette logique-là, ça veut dire que il faut apprendre à intérioriser quelque chose, il faut apprendre à analyser quelque chose, il faut apprendre à rendre vivant la chose dans son cœur pour qu'ensuite elle soit vivante dans le cœur de celui qui l'écoute. D'accord? Maintenant, avec la Torah, c'est la même chose. On n'a pas de problème de penser que la Torah, elle est divine. On n'a pas de problème de penser que la Torah, elle est vraie. Maintenant, est-ce que la Torah, elle est vivante ou la Torah, elle est morte? Vous savez, les goïms, ils disent lettre morte. Oh, c'est resté lettre morte. D'accord? Et la Torah, elle s'appelle Etz Chaim, un arbre de vie. Donc, ça veut dire quoi? En vérité, la Torah, elle est vivante pour celui qui la rend vivante. Parce qu'on est certain que Dieu, qui est l'émetteur, ouais, émetteur, c'est émettre. Donc, l'émetteur, lui, il est à 100%. Mais quand l'auditeur, c'est-à-dire le récepteur, il ne fait pas le travail de considération et d'investissement, alors il ne peut pas recevoir. C'est pour ça qu'on dit que chez Tiwa Amalim Batora, qu'il faut faire des efforts dans la Torah, qu'il faut faire des sacrifices dans la compréhension, qu'il faut faire des sacrifices dans les mitzvot.
Pourquoi on a besoin de ça? Mais non, ou tu comprends pas. Ouais. Ou c'est intelligible, ou c'est pas intelligible. Ah, pourquoi est-ce qu'il faut se casser la tête pour que ça devienne abordable? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller très loin à l'intérieur de moi-même et à l'intérieur de mes efforts pour que ça devienne profond? C'est parce que ça s'appelle Etzraim Ila Mahazi Kimba. La Torah est un arbre de vie pour celui qui se renforce à l'intérieur. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas des mathématiques, la Torah, c'est pas de la philosophie, la Torah, c'est pas de la psychologie, la Torah, c'est pas de la science. La Torah, c'est la parole divine. Or, la parole divine, c'est l'essence de l'intériorité des choses. C'est l'essence de l'intériorité de l'univers. Donc maintenant, toi, tu veux accéder à l'essence des choses, alors que toi, tu as une approche superficielle des choses. Mais tu rigoles ou quoi? On te dit que le pétrole, il est à 5000 mètres de profondeur, et toi, tu vis avec un forêt de 12 centimètres. Mais qu'est-ce que tu rêves? Donc c'est toi qui vas décider. Si tu veux que ça aille très très loin, il faut aller très très loin. Et ça, encore une fois, ça va dans les deux sens. Donc, quand on a dit maintenant, c'est ça le chafetz, c'est-à-dire le désir intense de l'élève. Et c'est ça ce qu'on a dit, que l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav n'est accessible qu'un élève qui désire intensément les entendre. Ouais. Donc si c'est ça, donc cette dimension-là, où je vais vouloir entendre, où je vais admirer la chose, où je vais respecter la chose, ouais, c'est ça ce qui me permet de recevoir l'intériorité. Je vais vous donner un exemple dans la vie, vous allez comprendre. C'est un peu violent, mais vous êtes des gens intelligents, donc vous allez comprendre. Vous savez, des gens, ils viennent chez moi, ils me disent, vous savez, Rabben Chetrit, j'aime plus ma femme, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'ai plus de sentiments. J'aime plus mon mari, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis condamné à rester avec lui, avec elle? Est-ce que ça y est, ma vie, elle est foutue? Alors moi, je dis, excusez-moi, mais vous êtes marié avec un flingue dans le dos? Non. Il y avait de l'amour? Oh, bah, au début, bien sûr, il y avait de l'amour, mais vous savez, petit à petit, ça s'est éteint. Alors je dis, mais je pense qu'il y a une forme de malhonnêteté dans ce que vous dites. Pourquoi? Je dis parce que avant d'arrêter d'aimer, parce que l'amour il s'est éteint, le micro-ondes il est arrivé à la fin. Ouais. Non, en vérité, avant d'arrêter d'aimer, vous avez arrêté d'admirer. Il m'a dit oui, c'est vrai, j'avais plus tellement d'admiration. Bon, je dis avant d'arrêter d'admirer, vous avez arrêté de respecter. Il dit effectivement, dans ma tête, je me qu'est-ce qu'elle est idiote, qu'est-ce qu'il est lourd, et puis il est gros, et puis il me saoule, et puis il raconte n'importe quoi, et puis il ne m'intéresse pas. Donc vous voyez, c'est un process. Le Yetzer Hara, il passe par un process. C'est-à-dire qu'une personne que vous ne respectez pas, et c'est quoi le respect? Le respect, c'est pas seulement la politesse et de pas couper la parole. Non, ça c'est les règles du savoir-vivre. Non, le respect, on a dit déjà 1 million de fois, c'est de donner à l'autre le droit d'exister. D'accord? Le respect, c'est un espace que je crée où l'autre existe en priorité. Comme vous m'écoutez, par exemple. Vous n'avez pas vraiment le choix, mais bon. Mais en fait, vous me donnez le droit d'exister. Donc, vous me faites le kavod. Donc, le kavod, le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Maintenant, quand on donne le droit d'exister à quelqu'un avec une bonne intention, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il va exister pour moi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va exister? Il va exister, être à l'extérieur. Il va me faire sortir le meilleur de lui-même, puisque je le respecte. Vous me suivez ou non? Et quand la personne, elle me donne le meilleur d'elle-même, eh ben, je l'admire. Je dis, mais attends, mais c'est magnifique. J'ai encore découvert une facette extraordinaire du comportement de ma femme, des valeurs de mon mari, de ses efforts, de son côté incroyable, de sa brillance, de son intelligence. Donc, ça veut dire quoi? Quand je vais respecter une personne, elle va donner le meilleur d'elle-même. Comme elle va me donner le meilleur d'elle-même, eh ben, je vais l'admirer encore plus. Et le fait d'admirer quelqu'un, ça fait que j'ai envie de m'identifier à la personne. Donc, j'ai envie de me relier à la personne. Donc, j'ai envie de faire un avec la personne. Or, un en hébreu, c'est echad. C'est la même valeur numérique que ahava, qui est l'amour. Donc, en vérité, je vais aimer la personne. Mais suivez ou non? Donc, le processus, c'est je respecte la personne, j'admire la personne, j'aime la personne. Mais malheureusement, ça marche dans les deux sens, parce que je rappelle que les escaliers pour monter et les escaliers pour descendre, c'est les mêmes. Vous me suivez ou non? C'est que le même comportement qui va t'amener vers le bien, c'est le même qui va t'amener vers le mal quand tu prends le chemin à l'envers. Donc quand toi, tu dis j'aime plus la personne, je dis mais avant d'arrêter de l'aimer, tu as arrêté de l'admirer. Et effectivement, et avant d'arrêter de l'admirer, tu as arrêté de la respecter. C'est vrai aussi.
Vous suivez ou non? Maintenant, moi, j'ai donné l'exemple entre l'homme et la femme, parce que c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Mais dans la vie, c'est pareil. Le jour où tu ne respectes plus ton travail, donc tu finis par ne plus t'y intéresser, ne plus l'admirer, et puis après, tu l'aimes plus, et puis après, tu as la haine, et puis tu fais le burn-out, c'est normal. D'accord? Et bien, si tu ne vas pas respecter la Torah, automatiquement, tu ne vas pas voir la profondeur, donc tu ne vas pas admirer la Torah. Et au bout d'un moment, évidemment, tu ne vas plus aimer la Torah. C'est pour ça que tous ces gens-là là, qui disent ouais, la Torah, c'est du n'importe quoi, c'est l'opium du peuple, ouais, c'est de la vaporisation, ça ne tient pas la route et tout ça. Mais parce qu'ils ne vont jamais parler avec des gens qui la connaissent et des gens qui l'apprécient. Donc ils restent entre eux, entre non-religieux, entre hérétiques, entre bobos, ouais, entre fumeurs de cam. Donc ceux-là, c'est normal qu'ils ne vont pas trouver la valeur de la Torah. Évidemment, si tu vas demander à un égoutier c'est qui Arthur Rimbaud, il va dire c'est Sylvester Stallone. Qu'est-ce que tu crois qu'il va comprendre lui? D'accord? Donc ça veut dire qu'une personne, moi j'ai pas dit que tous les égoutiers sont des gens qui vivent dans les égouts. Non, j'ai dit seulement que si quelqu'un il se donne pas les moyens d'avoir la finesse, quel que soit son métier, eh ben, il ne pourra pas percevoir les choses de finesse. Donc il n'a pas à dire que la finesse n'existe pas, parce que c'est lui qui n'est pas fin. Vous me suivez ou... Ouais. Bon, c'est exactement pareil. Donc, quand toi, maintenant, tu veux percevoir l'intériorité de la Torah, ou ce que toi, tu veux développer ton attachement à la Torah, ou toi, tu vas avoir un ressenti fort dans la Torah. Mais Baba, pour avoir un ressenti fort, il faut respecter la Torah. Ouais. Respecter, ça veut dire te mettre en posture de réceptacle et d'approfondissement et de recherche. À ce moment-là, la Torah, elle va te donner, elle va te nourrir, elle va te donner le meilleur d'elle-même. Et alors à ce moment-là, tu vas l'admirer, tu vas dire, mais c'est la folie, mais c'est puissant. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, d'accord? Après le bac, je suis rentré directement à la yeshiva. Mais combien de fois des chefs d'entreprise, des scientifiques, des physiciens, des médecins, des psychanalystes, ils m'ont dit, mais Rabben Chetrit, mais ce que vous dites, vous vous rendez compte, c'est au moins 3 ans de faculté, l'autre c'est 4 ans, l'autre c'est un doctorat. Je dis, j'en sais rien, moi j'ai pas fait d'études. Moi je vous dis ce qui est marqué. Ça c'est un Tosfot là-bas, là c'est un Ran, là c'est un Rabbeinu Bechaye. Mais je comprends pas, c'est des trucs qui ont été dit il y a 2000 ans, 3000 ans, 1500 ans, 800 ans, 700 ans, alors que c'est les dernières trouvailles du CNRS. Mais c'est le CNRS, non? Le Centre National des Relous Sympathiques, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses incroyables. Ah, mais comment c'est possible? Je dis, mais c'est pas moi. Moi, j'ai aucune fierté de ça. Voilà, le livre, il est là. Vous le prenez, vous l'ouvrez, c'est marqué. Vous aussi, vous pouvez le lire. Ah, je lis pas l'hébreu. Ah ben écoute, t'as fait 10 ans de japonais, baba, ça t'a servi à quoi? En fin de compte, ça a augmenté tes sushis, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que la... Vous l'avez raté, celle-là. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, il faut qu'elle se donne les moyens, d'accord? Donc on a compris que les moyens, c'est quoi? C'est que la personne, elle respecte, que la personne, elle craigne, que la personne, elle veuille. Eh bien ça, c'est quoi ça en vérité? Réfléchissez bien. On a dit tout à l'heure qu'il y a deux approches. Il y a l'approche de la loi compréhensible et l'approche de la loi incompréhensible. On a dit que quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, là, il y a une forme de respect qui s'installe, une forme de peur qui fait qu'on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Par contre, quand quelqu'un comprend, malheureusement, souvent, il tombe dans une logique de dénigrement. Il dit, ça va, c'est bon, j'ai compris, il ne faut pas non plus couper les cheveux en quatre. D'accord? Donc, en vérité, c'est quoi l'idée? C'est que quand quelqu'un, il vit mal sa relation avec l'ignorance et qu'il développe le malaise de l'ignorance, donc très vite, il veut se débarrasser de son malaise. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il dit, j'ai compris. Ouais, il dit c'est bon, ça va, il n'a pas envie d'approfondir. Mais le fait même de se débarrasser du malaise de l'ignorance fait qu'au fond, tu ne comprends jamais la profondeur des choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit accepter qu'elle ne comprend pas et continuer à respecter l'enseignement jusqu'à ce que la lumière s'allume et qu'elle comprenne ce qu'elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit cette phrase-là. Je crois que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans un cours, mais je ne sais plus très bien parce que je parle tellement que je ne sais plus ce que j'ai dit, à quel moment je l'ai dit. D'accord? C'est qu'en vérité, cette attitude de ne pas comprendre, mais d'accepter de ne pas comprendre, elle me donne le moyen de comprendre. Donc je résume pour les gens qui viennent d'arriver, que celui qui accepte de ne pas comprendre a plus de chances de comprendre que celui qui refuse de ne pas comprendre. Maintenant, celui qui accepte de ne pas comprendre, ouais, parce qu'il respecte la chose, parce qu'il sait que c'est fort, parce qu'il sait que c'est Hachem, d'accord? Donc il va se mettre dans une posture mentale
où il va lutter contre l'arma, contre l'angoisse de l'ignorance, contre le complexe de l'ignorance, contre le malaise. Parce qu'il va dire, ok, je comprends pas, mais je sais que c'est vrai, je sais que c'est Emet, j'ai la Emouna. Alors que celui qui vit dans le complexe, dans la petitesse, dans la mesquinerie, dans la petitesse d'âme, au lieu d'être dans la grandeur d'âme, donc il est tout le temps comme un petit rat en train d'essayer de chercher la sécurité, mais dans la sécurité de ne pas se faire bouffer par le chat, ou la sécurité qu'on ne se fout pas de sa gueule, ou la sécurité qu'on ne prend pas pour un idiot. Mais la recherche de sécurité, c'est pour les petits. Ben évidemment, vous avez déjà vu un lion qui est dans une recherche de sécurité, vous? Mais non, puisqu'il sait qu'il est en haut de l'échelle. Donc en vérité, la peur, le complexe, la lourdeur, la vision négative, la vision petite, la vision mesquine, elle vient de la mesquinerie. D'accord? Donc au lieu de se mettre en victime et de dire ouais, comment ça se fait que les gens ils me regardent comme un mesquine? Mais on te regarde comme un mesquine parce que tu es un mesquine. Maintenant, sors de ta mesquinerie, deviens grand, deviens fort, développe ta soif, développe ton affirmation. D'un seul coup, tu vas voir que tu es beau, que tu es grand, que tu es fort, que tu es clair, que ta soif elle est bonne, elle est bien, elle est riche. Donc tu ne vas pas être remis en cause par l'ignorance, puisque de toute façon ta soif d'apprendre elle est plus grande que ton complexe de ne pas savoir. Maintenant, comment on appelle cette attitude volontaire, positive, respectueuse, admirative, enthousiaste d'apprendre? C'est la posture que tu as avec le roc, avec la loi incompréhensible. Que malgré que tu ne le comprends pas, tu continues à l'appliquer et à le croire à 100%. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'on a mis 1h06. Ouais. Pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin, déjà pour la nature de la loi incompréhensible, c'est-à-dire de la posture mentale que j'ai dans la loi incompréhensible. Maintenant, de vous à moi, vous ne me vexez pas. Hein. Vous avez trouvé le temps long, vous? Vous pensez qu'il y avait des mots en trop? Vous pensez que j'ai fait de la paraphrase? Vous pensez que si j'avais été plus concis, vous auriez mieux compris? Je ne crois pas. Je crois pas. On m'appelle le maître de la concision. Ce qu'on appelle le circoncis. C'est pas grave. D'accord? Donc ça veut dire quoi l'idée? L'idée, maintenant vous avez compris, que en fait, on avait posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles? D'accord? Mais en vérité, on a compris la chose. C'est que quand je vais appliquer la loi incompréhensible, ouais, quand je vais garder la loi incompréhensible, quand je vais apprendre la halakha de la loi incompréhensible, en vérité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire chez moi un espèce de blindage qui va faire que, compris ou pas compris, la chose, elle m'intéresse. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si j'étudie que des choses compréhensibles, comme les gens qui vont à la faculté, ils font que des choses logiques, d'accord? Alors eux, ils croient qu'ils sont pragmatiques, qu'ils sont intellectuels, qu'ils sont cartésiens. Mais en vérité, ils sont limités. Pourquoi? Parce que étant donné qu'ils eux, ils croient qu'ils ont ouvert leur esprit en devenant cartésiens. Mais c'est faux, parce que le cartésien, il ne rend accessible que ce que tu peux comprendre. Donc en t'enfermant dans le cartésien, tu refuses 99% de la connaissance qui reste cachée. Faut pas avoir peur de ce qu'on comprend pas. Ouais. Faut accepter ce qu'on comprend pas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Dès qu'ils comprennent pas, oh non, non, c'est pas logique, c'est mystique, c'est une invention, c'est un délire, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de truc. Pourquoi? Parce que tu limites la vérité à ce que tu comprends, mais tu comprends rien. C'est comme si quelqu'un regarde la vie avec un entonnoir. Il dit, oh là là, c'est vachement petit l'univers. Mais t'es lourd, l'entonnoir, faut le mettre de l'autre côté. Tu regardes par le petit trou, et tu vas en large. Donc plus tu es ouvert d'esprit, ouais. Je vous dis, moi personnellement, que j'ai pas fait d'études, d'accord, mais avec ce que j'ai étudié dans la Torah, en approfondissant et en cherchant l'essentialité, après j'entends un truc de physique, je comprends, j'imagine un truc, je sais pas moi, dans la physique quantique, on me dit mais c'est exactement ça. Je réfléchis en psychologie, on me dit mais c'est exactement ça. Je réfléchis même en action commerciale, en force de vente, en audit industriel, on me dit mais c'est exactement ça. Je dis mais pourquoi? Ben parce qu'il y a une différence entre cumuler la culture et développer l'intelligence. Quand tu développes l'intelligence, elle est universelle puisqu'elle va dans l'essentiel. Et dans l'essentiel, les phénomènes, ils se regroupent. Alors que quand toi, tu es dans la culture, eh ben la culture du médical n'est pas adaptée à la culture de l'agriculture. C'est ça le problème.
C'est-à-dire que en fait, soi-disant, le cartésien, qui est ouvert d'esprit, un esprit éclairé, mais en fait, il est encore plus obtus que l'obscurantiste. Ben oui, parce que lui, en fin de compte, il n'accepte que ce qu'il comprend. Donc ça en fait une masse. Une fois, il y a un goy honnête, il a commencé à faire la liste de tout ce qu'on ne savait pas. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on fait la liste de ce qu'on connaît. On remplit des bibliothèques entières de ce qu'on sait. D'accord? Et ça, on le sait, ça, on le sait, ça, on le sait. Et les gens, ils écrivent, ils font des études, ils font des analyses. Et après, ils écrivent un truc et ils vont le mettre dans la bibliothèque. Ils disent, ouais, je l'ai étudié. Le mec, il a passé 35 ans à étudier les fourmis rouges géantes des Galapagos. Les Galapagos. Ouais, c'est des îles là-bas, perdues là-bas, à côté de Khlel Khalé. Le mec, il a passé 30 ans là-bas, personne ne le savait, il a pris ses instruments, ses trucs, il a filmé, il a noté, il a écrit ce qu'ils mangent, quelles font les fourmis, comment elles construisent, c'est qui la reine, c'est qui sa soeur, c'est qui sa mère, c'est qui sa truc. 30 ans de sa vie, d'accord? Au bout de 30 ans, il a écrit un mémoire, et après le mémoire, il l'a mis à la Bibliothèque nationale de sciences naturelles. Et les mecs, ils disent, ah, c'est vous qui avez écrit le truc, oui, il y a 2 mecs qui sont au courant. Maintenant, imagine maintenant, de vous à moi, ne le prenez pas mal, j'ai rien contre la science, d'accord? Je vous invente maintenant un dialogue complètement surréaliste, un peu comme du Kafka, mais sans le F, d'accord? Donc imagine maintenant, le mec, il est en train de filmer, il est en train d'écrire, d'accord? Il est en train de prendre des notes sur le comportement des fourmis rouges des Galapagos, ouais? Et il y a 2 fourmis des Galapagos qui sont en train de pousser un grain de blé, d'accord? Et puis elles s'arrêtent, alors il y en a une qui dit à l'autre, dis-moi, t'as vu le mec qui nous regarde? Ah bah oui, ça fait des années qu'il est là, hein. Il a dit, même mon père, il m'a parlé de lui, hein. Mon grand-père, il l'a connu, hein, mon arrière-grand-père, hein. Parce qu'elle ne vit pas longtemps, la fourmi. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le mec? Ben, il dit, il est en train de nous analyser, d'écrire un truc. Alors l'autre fourmi a dit, mais dis-moi, il n'a rien à foutre de sa vie que d'écrire des trucs sur nous, alors qu'il n'a rien à faire dans sa vie, il n'a pas une famille à construire, il n'a pas une relation au divin à créer, il n'a rien de plus important à faire que de passer 30 ans de sa vie à analyser les fourmis pour ensuite faire un mémoire qu'on va mettre dans une bibliothèque que personne ne va ouvrir. Encore une fois, je dénigre pas la science, hein, mais des fois, tu te dis, mais ils ont vraiment rien à faire, c'est pas possible. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut passer comme temps, pourvu qu'on n'ait pas besoin de se remettre en cause et pourvu qu'on n'ait pas besoin de se demander s'il y a un Dieu sur Terre. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Maintenant, toi, tu veux réfléchir sur la résistance de l'acier ou alors la densité moléculaire de l'atome. Tu peux aussi réfléchir, qu'est-ce que le bon Dieu il attend de toi? Pourquoi c'est important de mettre les tefilines? C'est pas très grave de faire les deux. Ouais, parce que ça m'étonnerait qu'à la fin de ta vie, tu rendes des comptes à l'amiante. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, Hachem, il a mis, on a dit, les lois compréhensibles, les lois incompréhensibles. Maintenant, le problème, c'est que quand on regarde les lois compréhensibles, on a dit qu'il y a un danger. C'est que comme on arrive, entre guillemets, à les analyser et à les résumer intellectuellement, ouais, donc on risque de tomber dans le dénigrement. D'accord? Par exemple, tu vas dire à quelqu'un, faut pas voler. Le mec qui dit, bon, bah ça va, faut pas voler, j'ai compris, faut pas voler. Ok. Mais dis-moi, c'est quoi l'analyse du principe de ne pas voler? Tu sais ce que c'est ne pas voler? Il dit, bah oui, je sais ce que c'est ne pas voler. Bon, alors je vais te donner une définition de ne pas voler d'après le Rav Elchanan Wasserman. Il dit, voler, c'est prendre un objet appartenant à quelqu'un d'autre qui peut prouver qu'il est à lui, avec l'intention ferme de le garder en le déplaçant dans ton domaine. Ou en tout cas en dehors du domaine de la personne. Là, je vous ai donné toute la définition. Pourquoi? Parce que si je prends l'objet, mais pas avec l'intention de le garder, ça s'appelle un emprunt, ça s'appelle pas un vol. Si la personne ne peut pas prouver que l'objet est à elle, ça s'appelle pas un vol, parce que le vol, il est seulement quand tu prends quelque chose à quelqu'un qui peut prouver que c'est à lui. Parce que s'il ne peut pas prouver que c'est à lui, c'est pas à lui. Si c'est pas à lui, je ne l'ai pas enlevé, parce que c'est pas à lui. Vous me suivez ou non? Et il faut que ça soit que je le sorte de son domaine. Parce que s'il peut l'utiliser, ça ne s'appelle pas que je l'ai enlevé. Donc vous avez la définition du vol. Ok. Maintenant, imagine, toi tu as un terrain, d'accord? Et ce terrain, il est alloué. Et en général, tu le loues à des gens qui ont des caravanes et qui s'installent là-bas pendant un certain temps. Mais en ce moment, il n'est pas loué. Et tu le loues 1 000 € par mois. Mais il n'y a personne qui le loue. Tu as mis les annonces, il n'y a personne qui le loue. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur ce terrain, je m'installe là-bas pendant 12 mois, je profite à fond, je ne paye pas le loyer, je ne te préviens même pas. Au bout de 12 mois, je viens chez toi, je te dis, écoute, merci beaucoup pour le terrain. Il dit, non, de quoi tu parles? Ben voilà, j'ai été là-bas pendant 12 mois,
mais t'en fais pas, j'ai tout remis en ordre, j'ai même replanté la pelouse, il est nickel, d'accord? Et la vérité, si quelqu'un était venu me dire, bah, je serais parti, si quelqu'un était venu me dire si c'est alloué, j'aurais dit c'est alloué, mais personne n'est venu, toi tu n'es pas venu, personne n'est venu te proposer la location, donc merci beaucoup pour ces 12 mois de location gratuite. Toi tu me dis quoi? Mais ça va pas la tête, mais tu m'as volé 12 mois, c'est un manque à gagner, tu viens chez moi, on va au Beddin, on va au tribunal, et tu vas payer les 12 000 euros. Alors on me dit, je comprends pas. Ça s'appelle dans la Gemara, Zenéné Vezelo Chaser. Celui-là, il profite, et l'autre, ça lui manque rien. Ouais. Si je rentre dans ton magasin de pommes et je prends une pomme, moi j'ai profité, toi t'as manqué. Mais si moi je prends ton terrain et que ça te manque rien, le terrain il est toujours là, est-ce que je t'ai volé ou non? C'est comme si un gars il habite au 5e étage, par exemple, avenue Victor Hugo à Paris, et juste en bas il y a une très grande parfumerie. Et tous les matins, le mec il prend sa douche, et après il descend en savate avec sa serviette autour du ventre, il rentre dans la parfumerie, il prend un parfum, il se parfume, et il retourne chez lui, il s'habille, il se barre. Alors au bout de 100 fois, le mec il l'attrape, le parfumeur, il dit écoutez monsieur, le parfum vous l'achetez ou non? Alors il dit attendez, excusez-moi, c'est marqué, c'est un échantillon, non? On a le droit de l'utiliser. Il dit oui, mais vous rentrez une fois, vous l'utilisez, ça va, mais vous, ça fait 3 ans que vous rentrez tous les matins. En plus, vous rentrez en serviette, vous vous parfumez, vous partez. Ah, mais moi, monsieur, moi, c'est un échantillon. Pourquoi je vais l'acheter? Parce que de toute façon, c'est gratuit. Il dit, mais ça va pas la tête, non? Alors, je l'ai volé ou je l'ai pas volé? Vous me suivez, c'est pas évident. C'est pareil. Si toi, par exemple, tu sors de chez le notaire et tu me dis, ah, tu sais, j'ai mes 94 propriétés, tous les appartements, les locaux commerciaux, tout ça, tous les papiers qui prouvent comme quoi ça m'appartient, eh ben, on les avait tous réunis chez ce notaire, et toutes les copies, elles étaient chez ce notaire, et il n'y a aucune copie informatique, et j'ai pris tous les papiers qui prouvent que ces biens m'appartiennent, et je les ai mis dans cette mallette. Le mec, il dit quoi? Toutes les preuves que les biens t'appartiennent, ils sont dans cette mallette? Il dit oui, ils sont dans cette mallette. Moi, je t'arrache la mallette, je me mets à courir, et je le jette dans un four. Et je te brûle toute la mallette et toutes les preuves de propriété. Les propriétés, elles sont toujours au même endroit. Mais toi, tu ne peux plus prouver qu'ils t'appartiennent. Parce que moi, j'ai détruit la preuve qu'elles t'appartiennent. Maintenant, n'importe qui peut rentrer dans cette maison et la prendre pour lui, puisque de toute façon, maintenant, tu ne peux plus prouver qu'elle est à toi. Et on a dit que le vol, c'est seulement quand la personne, elle prend un objet à une personne qui peut prouver qu'il est à elle. Maintenant, moi, en détruisant les preuves que l'objet t'appartient, est-ce que je t'ai volé ou non? Puisque la maison, je ne l'ai pas prise. Toi, d'un autre côté, elle ne t'appartient plus puisque tu peux prouver qu'elle est à toi. Donc, elle est à personne, cette maison. Donc, je t'ai volé la maison? Non, je t'ai volé la capacité de prouver qu'elle est à toi. C'est du vol ou non? D'accord? Après, un cas encore un peu plus bizarre. Je rentre chez toi. Toi, tu as un beau vase. Ouais, de l'époque Ming, qui coûte 295 000 euros. Tu l'as acheté chez Christie's. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le vase. Il me dit, fais attention, écoute, c'est 295 000 euros. Fais bien attention. Il dit, t'en fais pas, je vais faire attention et tout ça. Et je prends le vase. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Et je m'approche de la fenêtre et je le jette par la fenêtre. Et on est à Manhattan. Et on est au 95e étage. Et le vase, évidemment, il tombe, la force de la gravité, et il va vers le sol. Ouais. Mais en bas, ouais, sur la 5e avenue à Manhattan, il y a un petit vieux qui était champion à l'époque de Californie de baseball et qui vient de faire vernir sa batte de baseball de l'époque en 1942 quand il était champion de Californie, et il a dans son sac sa petite batte de baseball. Et il entend chut, il voit le vase arriver. Il sort sa batte de baseball, il se remémore, il a l'impression qu'il est au championnat là-bas de Californie à l'époque en 42. Il entend son nom crier par toute la foule, McPherson, McPherson, McPherson. Et le mec qui met un coup de batte de baseball dans le vase, il explose le vase avant qu'il touche le sol. Question de la Guémara, qui paye le vase? Alors tu dis, qui c'est qui va payer le vase? C'est celui qui l'a jeté par la fenêtre. Oh vrai? Ok, il a jeté le vase avec l'intention de le casser. Mais il ne l'a pas cassé, parce que c'est l'autre qui l'a cassé. D'accord?
Alors tu dis donc, c'est le gars qui l'a cassé qui paye. Ah ben non, ben non. Elle dit la Gemara, parce que le vase, la situation dans laquelle il était, en atteignant le sol, il aurait explosé. Si le monsieur, il avait recassé les morceaux après que le vase, il est tombé par terre, il aurait cassé un vase cassé. Donc il n'aurait rien payé. Donc ce vase en l'air, il est potentiellement cassé. Donc lui, il a cassé un vase cassé. Donc celui d'en bas, il ne va pas payer le vase parce qu'il a cassé un vase cassé. Celui d'en haut, il ne va pas payer le vase parce qu'il n'a pas cassé le vase, puisque quelqu'un d'autre l'a cassé. Bon, monsieur, ou non? C'est une Gemara no Vakama. Ouais. D'accord? Donc, quand tu viens avec une logique, tu dis, écoute, mon petit, tu casses, tu payes. Ah bon, tu casses, tu payes, c'est facile, c'est pragmatique, c'est intellectuellement accessible, c'est logique, c'est cartésien, tu casses, tu payes. Et ben voilà, voilà. Le mec, il a cassé, il ne peut pas payer. Il ne paye pas. Alors, qui c'est qui va payer? Après, l'Akbar, elle dit, s'il n'a pas jeté un vase, il a jeté un bébé. Et que le mec, il a accueilli avec un glaive. Ouais. Qui c'est qui s'appelle le meurtrier? Celui qui a jeté le bébé ou celui qui accueille le bébé? Bon, ça, je ne veux pas vous tordre la tête avec ça. Ouais. Mais en vérité, c'est tout le principe de l'euthanasie. C'est-à-dire que si on enlève la vie à quelqu'un qui est potentiellement mort, est-ce que ça s'appelle un meurtre ou non? Non. Mais encore une fois, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'en fin de compte, bon, juste pour pas vous laisser souffrir, c'est celui qui jette le vase qui doit payer, parce qu'il a mis le vase en situation de danger. D'accord. Par contre, le bébé, c'est celui qui tue le bébé, c'est pas celui qui a jeté le bébé. Ok, parce que le meurtre, c'est d'enlever la vie, c'est pas de provoquer la mort. Alors maintenant, bon, je vous laisse réfléchir, mais juste pour vous dire qu'une chose aussi évidente que ne pas tuer, que ne pas voler, d'accord, qui a l'air d'être accessible intellectuellement, tu vois que c'est très compliqué. D'ailleurs que quand vous regardez le Talmud, 2700 pages, les passages qui sont soi-disant compréhensibles ont plus de développement que les passages qui sont incompréhensibles. C'est bizarre, non? Ça veut dire qu'en vérité, ouais, le danger de dénigrement, il est plus fort dans les lois compréhensibles qu'incompréhensibles. Par exemple, ne pas voler. On a dit que c'est une loi compréhensible. Maintenant, les gens, ils tombent facilement dans le vol. Maintenant, je ne parle pas des gens qui attaquent des banques, mais le mec, il est comptable, d'accord? On lui dit, bon, et finalement, il faut changer les fiches de paye parce que y a une nouvelle loi qui est sortie, et donc la règle, elle est que le pourcentage, je sais pas, de prélèvement sur les frais sociaux indexés sur le Khbaba, ils est plus de 0,01%, ils sont de 0,02%. Donc il faut absolument changer toutes les fiches de paye et recalculer tous les taux et tous les trucs. Bon, le mec il dit attends, on est à 10 jours des vacances, d'accord? Il y a 11 000 employés avec 24 statuts sociaux différents. Tu crois que j'ai la tête? Laisse tomber. Alors son collègue il lui dit ok, mais tu sais Maurice, les 11 000 employés, j'ai fait un petit calcul là, le 0,01% de différence, bah, ça fait 252 000 euros. Maintenant toi, en ayant la négligence de refaire les calculs, tu les as volés à la société, puisque tu les as donnés de la société aux employés, alors que les employés n'y avaient pas droit, puisque c'était un prélèvement qu'il fallait faire. Maintenant, comment le mec il a pu voler 252 000 euros tranquille, détente, sous prétexte qu'il part en vacances bientôt? Parce qu'en fait, la notion du vol, il l'a dénigrée parce qu'il pense qu'il l'a compris. Donc il ne la respecte pas. Vous me suivez ou non? C'est pareil, quand tu dis aux gens, c'est pas bien de faire la shonara, les gens ils ont compris que la shonara, ça veut dire simplement de dire du mal des autres. C'est de colporter, c'est... d'accord. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais comme le mec il pense qu'il a compris, donc il va dénigrer, comme il va dénigrer automatiquement. Par contre, les tefilines, tu dis à quelqu'un, vous savez, les tefilines c'est important. Ouais, tu prends, moi j'ai toujours ce test. Tu prends une paire de tefilines, tu les mets au bord d'une table, d'accord? Tu fais passer 100 juifs, du gars le plus religieux du chassid de chez chassid, au plus perché que même le corbeau à côté, il est rien, ouais. Et bien, sur les 100 juifs, il y en a 90 qui vont prendre les tefilines et qui vont les remettre au bord de la table. Pourquoi? De peur qu'ils tombent. Ouais, de peur qu'ils tombent. Mais alors, s'ils tombent, c'est quoi? C'est un morceau de cuir avec un parchemin, avec des textes en hébreu et avec des lanières. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Oh. Non, 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 de peur que ça tombe. Pourquoi? Parce que comme tu ne comprends pas les tefilines, tu les respectes. Même un non religieux, tu dis, tiens, prends tes tefilines, va aux toilettes. Le mec, il dit, je peux pas. Ça se fait pas, c'est honteux. Va piétiner à Sefer Torah. Ah, chazve salam, simsilenu. Mais comment, qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, tu crois même pas en Dieu, tu fais même pas Shabbat. D'accord? Donc tu peux piétiner un Sefer Torah. Ah non,
Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce que tu ne comprends pas, tu le respectes, mais ce que tu comprends, tu le dénigres. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que la seule manière de ne pas tomber dans le piège du dénigrement des mitzvot compréhensibles, c'est de continuer à les respecter comme tu respectes les lois incompréhensibles. Ça va? Si vous avez, faites-moi un signe de tête, parce que si vous avez compris ça, c'était le projet du cours. Ok, alors écoutez bien ce que ça veut dire. C'est très très grave. Ouais. Je suis fatigué là. 1h24, c'est limite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'on a mis des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles? D'accord? Donc là, en 2 minutes, je vais vous donner le principe fondamental et après, je vous laisse réfléchir pendant quelques années. C'est en fait que quand je vais pratiquer, je vais intérioriser, je vais respecter et je vais craindre les lois incompréhensibles, ça va me faire un espèce de système de protection qui va faire que quand je vais étudier ou appliquer les lois compréhensibles, je ne vais pas tomber dans le piège du dénigrement qui est l'attitude que j'ai envers les choses compréhensibles. Ça va? Donc du coup, je vais réussir à percevoir la richesse et la profondeur, puisque je vais admirer, des lois compréhensibles. Donc je vais me rendre compte que des choses qui ont l'air évidentes, comme ne pas tuer, comme ne pas voler, comme ne pas convoiter, comme ne pas haïr, qui sont des choses logiques, je vais voir qu'en vérité c'est très très riche et très profond et ça a des retombées incroyables dans le monde entier. D'accord? Donc en vérité, pourquoi j'ai pu atteindre la profondeur des lois compréhensibles? C'est grâce à l'attitude de respect que j'ai acquise grâce aux lois incompréhensibles. Ça va toujours? Ça va ou non? Et après, la réciprocité, elle existe. C'est-à-dire que maintenant que encore une fois, au respect que j'ai des lois incompréhensibles, appliquées aux lois des lois incompréhensibles que j'ai appliquées aux lois compréhensibles, grâce à ça, j'ai réussi à voir la profondeur des lois compréhensibles et j'ai réussi à rationaliser de manière objective à l'intérieur des lois compréhensibles. Ouais. Et bien ensuite, par réciprocité je peux rentrer dans l'étude des lois incompréhensibles qui a priori n'ont pas de logique, et d'un seul coup, je vais comprendre la profondeur des lois incompréhensibles. Je vais comprendre la profondeur de la Touma, je vais comprendre les tenants et les aboutissants des Téphilines, je vais comprendre la Kabbalah. Mais pourquoi? Parce que maintenant, je peux appliquer, c'est-à-dire que même dans les téphilines, en vérité, il y a une dimension rationnelle, mais qui n'est pas forcément la rationalité des mathématiques ou de la physique, mais qui est une rationalité interne aux téphilines, comme il y a une rationalité interne à l'impureté, comme il y a une rationalité interne au mikvé. Maintenant, pour atteindre la rationalité, d'accord, de l'irrationnel, il faut d'abord réussir à ne pas à avoir l'irrationalité du rationnel. Alors pourquoi j'ai pris le temps de vous donner cette règle? Parce que, attention, elle ne marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que je dois commencer par m'éduquer dans l'irrationnel, dans accepter l'irrationnel pour pouvoir comprendre la profondeur du rationnel. Et ensuite, cette capacité d'analyse que j'ai en profondeur du rationnel, je peux l'appliquer à l'irrationnel. Mais si je commence par le rationnel, en fait, c'est comme quand je commence par la science. Maintenant, quand je commence par la science, évidemment que quand je regarde la Torah, je trouve ça débile puisque je ne comprends rien. Et c'est normal parce que c'est la pensée de Dieu. Donc en fait, en commençant par les lois incompréhensibles, je me suis doté d'un paratonnerre, d'un antivirus extraordinaire et surtout d'un anti-orgueil qui s'appelle la soumission à Dieu. Et c'est la soumission à Dieu qui a préservé ma capacité psychiatrique à dénigrer, d'accord? Donc ce qui a fait que j'ai pris l'intériorité des choses compréhensibles. Et là, j'ai vu la chorma de la Torah, la puissance de la Torah dans les lois qui sont compréhensibles. D'accord? Alors après, je peux faire la même chose dans l'incompréhensible. Mais si je commence par le compréhensible, ça ne marche pas. Puisque je renforce mon idée que je maîtrise tout, que je comprends tout. Du coup, quand je vais rien comprendre dans les lois incompréhensibles, et je vais mal le prendre, je vais le rejeter, je vais dire ça ne tient pas la route, parce que je me suis formaté à penser que ce qui est vrai, c'est que ce que je comprends. Donc en fait, c'est une espèce d'éducation du cerveau pour réussir à une objectivité dans la lecture de la Torah. C'est bon? Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Hachem, comme on l'a dit hier soir au cours, Hachem, il a créé le monde en regardant dans la Torah. D'accord? Donc ça veut dire que le monde n'est qu'une projection de la Torah. Or, de la même manière que dans la Torah, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Dans la vie, il y a des situations compréhensibles et des situations incompréhensibles.
D'accord? Quand tu vois un enfant de 8 ans qui a le cancer, ou un gars extraordinaire qui meurt alors qu'un rachat tordu qui trompe sa femme tous les 2 jours, il a une santé de fer, c'est incompréhensible. D'accord? Donc quand tu vois le tzaddik qui souffre et le rachat qui kiffe, tu comprends pas non plus. D'accord? Maintenant le problème c'est quoi? C'est que, encore une fois, puisque le monde vient de la Torah, et que la Torah, elle contient des lois compréhensibles, des lois incompréhensibles, donc de la même manière, la capacité d'accéder à la dimension cachée des événements incompréhensibles, ouais, elle vient aussi par le fait que toi, tu as une lecture des événements compréhensibles selon la Torah. Donc quand tu regardes selon la Torah, qu'est-ce que ça veut dire la logique? Qu'est-ce que ça veut dire la réalité? Qu'est-ce que ça veut dire la perception de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire la perception de la maladie? Donc quand tu regardes d'après la Torah, c'est-à-dire que quand ta référence de vérité, de réalité, c'est le Hémet, c'est-à-dire que quand pour toi, le Hémet devient la réalité, pas le contraire, que la réalité devient le Hémet. Ouais. Donc quand le Hémet devient pour toi la réalité, après tu peux aussi comprendre les événements incompréhensibles. Parce que tu comprends la logique interne, d'accord, des fois qui passe par plusieurs générations, des fois parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qui ne sont pas les mêmes, parce que des fois il y a Mida Kenegen Mida, ouais, qui s'applique, la mesure pour mesure, que toi tu ne comprends pas forcément, parce que le champ, le faisceau d'application de la justice d'après Dieu, il est plus large que ce que tu vois toi. Toi tu vois la causalité à 1 degré ou 2 degrés, tu dis ça implique ça, ça implique ça, mais peut-être qu'il y a 18 degrés, peut-être qu'il y a 19 champs de communion, de faisceaux pour arriver à une seule conséquence. Mais toi, tu vois avec ton petit esprit. Mais dans cette capacité à voir large, elle vient des lois incompréhensibles. Elle ne vient pas des lois compréhensibles. Et de la même manière, dans la vie, il y a des gens qui ont l'air simples, il y a des gens qui ont l'air compliqués. Maintenant, rappelle-toi souvent que c'est les gens qui se donnent le moyen d'être compliqués qui sont les plus simples. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui a l'air simple, mais qui a une perpétuité dans sa façon d'agir, dans sa sérénité, dans sa manière de penser, dans sa manière d'assumer, d'absorber les événements, qui soient violents, qui soient extraordinaires, ça veut dire qu'en vérité, à l'intérieur, il a un système extrêmement sophistiqué pour absorber, ouais, les différences de réalité. Donc en vérité, cette personne que tu crois simple, parce qu'elle a toujours eu le sourire, parce qu'elle a toujours dit des choses importantes, parce qu'elle a toujours été à la hauteur de ce qu'elle pensait, tu croyais qu'elle était simple, en vérité, elle était très compliquée. Alors que l'autre, que tu le vois avec son doctorat, avec sa façon, avec son titre, avec sa carte de visite, mais qu'au moindre remise en cause, il se met à crier, il se met à s'énerver, il se met à t'insulter, il se met dans un état de truc, tu dis en vérité, tu croyais qu'il était compliqué, mais en vérité, il est simple. Puisqu'il est à fleur de peau. Ouais. Donc tu comprends de la même manière qu'il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles, il y a aussi des personnes compréhensibles et des personnes incompréhensibles. Maintenant, tu ne pourras comprendre la grandeur du tzaddik, ouais, que tu pourras comprendre la grandeur des actes simples seulement parce que tu as respecté la grandeur des actes compliqués. Et après que toi, tu vois la profondeur et les retombées incroyables des actes simples, tu te rends compte qu'en fin de compte, les actes compliqués aussi, ils ont une logique intérieure. Donc ça veut dire que toutes les facettes de la réalité, toutes les facettes de la vie, toutes les facettes de la personne, toutes les facettes de la situation, toutes les facettes de la mitzvah et toutes les facettes de la Torah, c'est la même chose. Ça va? Voilà. Hazak au Baruch, vous avez tenu 1h32. Donc si ça ne vous dérange pas, on va dédier le cours d'abord pour les malades d'Israël. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie une santé pour André David Ben Chana, Nissim Ben Mesaouda, Levana Bat Josette Esther, Maggie Myriam Batrana, Roger Yaakov Ben Nouna, Léonie, Dov Michael Sadia Ben René, Henri Rachamim Ben Mesaouda, Rachmini Bat Rachma, Hnini Bat Rachma, Avraham Ben Imuna, Jérémy Eliaou Avraham Ben Rachel Sophie. Voilà. Et tous les malades. Ah oui, et aussi Yair Ben Ana Israya, Yaakov Ben Ana Israya, Esther Bat Flecha, Simcha Bat Flecha. Et toutes les personnes auxquelles vous pensez, que vous ne pouvez pas forcément citer, mais enfin vous y pensez très fort et on les inclut dans la bracha. Et Amavdil Ben Chaim Lemetim, on va demander aussi que le cours soit dédié pour l'élévation de l'âme de tous les tzadikim d'Israël. Bon, bien sûr, toutes les personnes qui nous ont quittés prématurément à cause du Covid, mais aussi pour Shalom Chaim Ben Miriam Haddad, pour Jacques Yitzhak Elbaz, pour Michel Yaakov Ben Ibgi, pour Nicole Khmessa Agiach Bad Menana,
pour Michel Esther Batmana, pour Yaakov Ben Yasser Torjman, pour Albert Avraham Ben Rachel Teboul, pour Baruch Ben Rachel Pinto, Émilie Batrana, Bernard Ben Maurice Weizmann, David Israël Rudovitz, Woody Shmuel Ben Ilan, Victor Yehoshua Ohayon Ben Chassiba, le Rav Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana, Yosef Ben Fibi, Chaim Chai Ben Léa, Rav Avram Serge Ben Johara, et aussi pour le Rav Gabizon, Rav Reuven Gabizon qui vient de nous quitter, Zichron Libracha, et aussi pour le Rav Mesod Ben Esther Chamou, et aussi pour le Rav André Teboul de Bet Chaya. Bon, j'espère que j'ai oublié personne. On inclut comme d'habitude mon père Avram Shimon Ben Simcha, Elio Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, le Rav Israël de Sarcelles, le Rav Chaim Zvi Ben Yehuda Rosenberg, le Rav Chaim Yosef Chaim Ben Emma Sitruk, Zichron Libracha, Kachem, élève leur Neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Merci à vous tous d'avoir suivi ce cours. Il sera dans 1 ou 2 heures, il sera sur ma chaîne YouTube et il sera aussi sur Facebook pour ceux qui veulent le voir. Il sera aussi sur Spotify pour ceux qui veulent l'écouter en audio, sur Deezer, enfin il sera partout. Voilà. Bonne continuation, merci à tous et passez un bon Shabbat. Que du bonheur. Ah oui, alors je rajoute aussi que le cours il est dédié pour les Nishmat de Rav Saadia Benayon, Ben Chinina Hana, ce que je vois sur Facebook. Pour Jean... J'entends pas, mais bon, je vous fais confiance. Et on demande aussi les Nishmat de Ginette Nejma Badjuli. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et pour Chaya Yehudit Bat Marcel, Zichron Libracha. Ah, une refoua shelema pour Yaakov Ben Estrelia. Bon, Kachel l'envoie à tous. Rattacher une refoua shelema et une élévation de l'âme pour tous les gens qui nous ont quittés. À bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir.